Bah, qu'est-ce que te dit l'administration? Ah, vous pouvez gueuler, vous l'impression, mais regardez, vous avez même pas réussi à faire votre quota. Mais un bon lobbyiste ou un bon négociateur, c'est aussi quelqu'un qui essaye de comprendre en face quelles sont les préoccupations des autres. Il Mmh. faut harmoniser le système des contraventions et le système des contrôles. Et dénigrer en plus ceux qui bénévolement se défoncent pour Mmh. essayer de faire porter ta voix comme celle des autres, ça aide pas. OK. Et Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Tous des Tom Sawyer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Alain Scriban qui n'est autre que l'un des interlocuteurs au niveau de l'État français sur les sujets liés aux déclarations, des prises, dont on a beaucoup entendu parler dans les médias, de cette histoire d'application qui, fonctionne toujours pas à l'heure où j'enregistre. Mais on va parler aussi, de tout ce qui se passe en coulisses sur, notamment les quotas de pêche du bar. Il va nous expliquer ce qui nous attend pour 2026. Il va nous expliquer aussi les sujets et les problématiques liées aux quotas, pour la pêche au thon. On va parler pêche professionnelle, on va parler, arrêt, de l'utilisation du plomb et des problématiques que ça engendre et voilà, de tout ce qui va nous tomber dessus. Et pour terminer, on parlera, aussi, de cette histoire de permis pour la pêche en mer. Bref, un échange hyper riche avec une personne, qui œuvre énormément en coulisses, pour, faire avancer les sujets liés à la pêche en mer. J'espère que cet échange avec Alain vous plaira. C'est parti! Bonjour à tous, bonjour Alain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Alain Scriban qui est peut-être pas, le pêcheur le plus médiatisé que j'ai reçu sur cette chaîne, mais en tout cas, on a plein de sujets, de grande importance et qui touchent énormément de pêcheurs. Donc c'est pour ça que j'ai, invité Alain et je le remercie d'avoir accepté, mon invitation. bonjour. Pour commencer, Alain, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es pour que les gens, comprennent un peu, ce que tu fais là, finalement? D'accord. Ben écoute, d'abord je dirais que je suis comme des centaines de milliers de personnes, un simple pêcheur passionné depuis toujours. Moi j'ai commencé à 5, 6 ans à suivre mon grand-père à la pêche, à passer des heures à la fois dans le silence et quelques mots pour regarder la surface qui bouge un peu et mon grand-père qui me dit attention, regarde là, il se passe ci, il se passe ça. Et je pense que ben, on est tous des passionnés et on a tous des expériences de cette nature, qu'elles soient d'ailleurs en eau douce ou en eau de mer. Moi, j'ai commencé en eau douce, mais après en eau de mer. Mais c'est quelque chose qui, bah, voilà, qui prend très jeune, et qui nous accompagne toute la vie. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mon épouse a tendance à prétendre, mais elle a pas tout à fait tort quand même, que quand on va en voyage ou en vacances quelque part, il faut toujours que ça soit pas loin de la mer et qu'il y ait une possibilité d'aller sur un bateau ou au bord avec une canne. Bon, ben voilà, ça, c'est quelque chose qui, comment dire, qui m'a toujours accompagné. Et en même temps, ben de cette passion, il y a des différentes phases dans la vie professionnelle notamment qui font que, ben, voilà, on a une certaine expérience. Bon, moi, j'ai travaillé dans différentes configurations, liées à, bah, d'abord, je suis ingénieur agronome au départ, hein, donc et ingénieur forestier, donc j'ai déjà aussi ça se retrouve dans mes orientations vers la nature, Mmh. et en même temps, ben, une carrière au niveau international et européen dans des négociations diverses, notamment liées à des réformes, des gestions de crise. Mais j'ai été confronté, par exemple, ben, j'ai fait l'adhésion, Espagne-Portugal pour le volet, agricole et aussi très proche de la pêche. Donc déjà à l'époque, ben, l'Espagne c'était compliqué. Plus tard dans d'autres configurations au niveau européen aussi, on négociait les quotas pêche et cetera. Donc tout ça fait que, de cette expérience, ben, il me paraissait assez naturel quand, peu à peu, de dire que, ben, de façon totalement bénévole, parce que je voudrais quand même rappeler que la fédération à laquelle, j'appartiens, hein, la FNPP, la Fédération nationale de pêche plaisance en mer, bah, ce sont que des gens bénévoles qui mettent de leur temps, au service d'une passion, au service, bah, voilà, de la défense de nos engagements, de la défense, pour former les gens, pour, passer des bons messages, pour être responsable. Bah, quand j'ai pu prendre un peu plus de temps, bah, il m'a paru assez naturel
que de mettre, voilà, mon expérience comme d'autres le font, et on se retrouve tous avec des profils, complètement différents qui font toute la société et de tous âges. Et ben, voilà, de mettre cette expérience, au niveau de la Fédération nationale pêche plaisance, là, la FNPP, qui est la plus grosse, Mmh. fédération. Ben, voilà, et de rappeler, comme je l'ai dit, ben, nous sommes tous des bénévoles, et je pense que parfois les gens ne se rendent pas compte que ça prend énormément de temps, Mmh. mais si on le fait, c'est parce qu'on le fait au service des autres et pour essayer ensemble de faire avancer les choses. Et alors moi ça j'ai plusieurs questions Oui, un des sujets phares aujourd'hui, c'est quand même l'application, dont tout le monde a parlé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, oui, est-ce que tu peux m'éclairer sur les fédérations? Parce que je crois qu'il y a plusieurs fédérations de pêche en mer. C'est, autant on comprend assez clairement, comment ça fonctionne en rivière avec les APPMA, les fédérations et cetera, même si oui, c'est pas toujours clair, c'est ancré. En mer, pour différentes raisons qui sont liées, je pense à la pratique, au fait qu'il y ait pas de permis et cetera. oui. On sait pas trop ce qui se cache derrière et à quoi ça sert. Est-ce que tu peux nous éclairer sur la structure de ces choses-là? Bon, bah, d'abord, en gros, il y a 5 ou 6 fédérations, enfin, il y en a une petite, mais il y a 5 grosses fédérations. Alors pour commencer, d'abord la fédération à laquelle, j'appartiens, qui est en fait la fédération la plus importante, hein. Elle a été créée en 1972, hein. Mmh. Aujourd'hui, elle fédère, plus de 300 associations et à peu près 33 000 adhérents, hein. OK, Et autour d'une même passion, c'est la mer, la nature, la mer, et ensemble, l'objectif, c'est à la fois de défendre le droit des plaisanciers, hein, des pêcheurs en mer, en essayant de promouvoir les pratiques éco-responsables, respectueuses de l'environnement marin, mais c'est aussi, de faire face, là, partout, à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, au niveau régional, au niveau national, d'être des interlocuteurs, face au pouvoir public, mmh, et de se faire, respecter, parce que non seulement on essaye d'écouter, mais aussi de faire des propositions ou de dire: «Non, on n'est pas d'accord», mais aussi d'essayer d'apporter des solutions et d'être autour de la table. Moi, comme je dis toujours, ça sert à rien de crier dans le vide. Il faut être, en face, des problèmes. Pour être en face des problèmes, il faut être autour d'une table. OK. D'ailleurs, dans ma carrière, je dis souvent que si je voulais décrire ce que j'ai fait dans ma carrière, j'ai fait, 80 de la psychiatrie, c'est-à-dire déjà arriver à mettre les gens autour d'une table pour se parler et construire une vision plus ou moins commune, et souvent de découvrir qu'en réalité, ben, en face, il y a une personne qui a des problèmes qu'il n'imaginait pas, dont une partie de solution, on l'a la même, une partie du problème, on a le même, et peut-être ensemble on peut trouver des solutions, et c'est ce qu'on fait, voilà. OK. Et comment Donc tu disais qu'il y a alors plusieurs fédérations de pêche en alors mer? voilà, Comment donc ça se il y fait? a la FNPP, il y a la FFPM qui est également la fédération, donc française des pêches en mer, qui est une autre fédération un peu moins importante, mais qui est importante, tout est important, hein, mais qui a un peu les mêmes objectifs, répartis, surtout en Méditerranée, mais aussi avec un certain nombre d'associations sur, notamment le littoral atlantique, et on coopère très bien ensemble. Je vais dire un mot là-dessus. Hem, il y a, la fédération, des qui s'occupe en fait des pêches, sous-marines, on dit souvent la 2F, Mmh. hein, qui est plus focalisée sur la pêche sous-marine. Il y a la FFPS qui s'occupe, des plus orientés sur les tournois sportifs. Mmh. OK. Qui Et puis alors, ce qu'on appelait, pour les gens connaissent plus ça, la FPNA maintenant, mais c'est l'ex-UNAN, qui est en fait, focalisée sur la défense, la plaisance, hein. La plaisance, les ports, tout ce qui est, toutes ces logistiques, et cetera. Bon, c'est aussi une très grosse, fédération, et alors, en fait, ce qui se passe depuis maintenant, je sais plus, ça fait 3 ans ou 4 ans, on a travaillé pour se mettre, ensemble, puisque au lieu d'aller, s'exprimer en désordre, si je puis dire, hem,
Avoir un interlocuteur où on se concerte d'abord entre nous pour essayer d'avoir des positions plus fortes et plus communes et de se comprendre les uns les autres pour faire avancer au moins les positions ou les mettre devant tout le monde, enfin devant les autorités à quelque niveau que ce soit. Mmh. C'est ce qui a conduit à ce qu'on ait créé il y a 3 ou 4 ans la confédération, Mer et Liberté, D'accord. qui est par ailleurs d'ailleurs membre de l'Alliance des sports et loisirs nature qui regroupe aussi alors plein d'autres fédérations, le vélo, OK. la nature et cetera. Voilà. Donc FNPP, FFPM, la Fédération française des pêches sportives FFPS, la FFESSM qui est donc on dit souvent la 2F, la Fédération française d'études et des sports sous-marines et puis la FNANP, ex-UNAM qui est la Et Fédération pourquoi on n'a nationale pas une des fédération? associations. C'est Oui, c'est pardon. c'est, c'est un peu nébuleux. Pourquoi on n'a pas une même fédération pour gérer, on va dire, tout l'écosystème, autour de la mer, tu vois? La plaisance, la pêche. Écoute, il y a toujours, des histoires derrière. D'abord, c'est un plus d'avoir, par exemple, moi je prends la FNANP, maintenant ex-UNAN, hein, Fédération nationale des associations, des navigateurs plaisanciers. Ils ont des soucis et des problèmes et ils regardent certaines choses que nous on ne regarde pas forcément, ou directement ou qu'indirectement. Hein? Donc le fait, eux s'occupent, par exemple, beaucoup des préoccupations des ports, des semelles et des choses comme ça. Mmh. Historiquement, cette association, elle existe et c'est plutôt bien de se retrouver chacun avec ses spécificités. La pêche sous-marine, c'est la même chose, avec ses spécificités, mais finalement de se retrouver autour d'une même table pour essayer de se comprendre et de faire avancer les choses et sur les gros sujets, de parler de la même, essayer de parler de la même voix en tout cas. OK. Et toi, à l'intérieur de ça, quel est ton rôle? Alors, moi, je suis donc vice-président d'abord de la FNPP, hein, Mmh. et je m'occupe plus particulièrement donc de ce qui est toutes les relations institutionnelles, notamment, euh, et un peu du lien aussi, un peu vis-à-vis de tout ce qui concerne un peu la négociation, les institutions, mais aussi de regarder aussi en termes de communication à l'extérieur, comment essayer de faire avancer les choses, de promouvoir. En tout cas, sur la FNPP, nous, on a un gros, comment dire, développement côté information, puisque on est une des fédérations qui avons développé le plus d'instruments de pédagogie, de Mmh. communication. D'abord, on a une revue trimestrielle sur Mmh. laquelle c'est beaucoup de boulot. On fait travailler, si je puis dire, bénévolement, beaucoup de nos adhérents parce que ça fait Mmh. remonter des choses du terrain. OK. Ça permet aussi de véhiculer des bonnes pratiques, des choses comme ça, mais on a aussi des guides de bonnes pratiques, hein. On a plusieurs millions de guides de bonnes pratiques OK. qu'on publie chaque année. Alors on se fait sponsoriser pour pouvoir les faire, Mmh. mais il y a des guides de bonnes pratiques aussi bien pour les adultes que pour les jeunes, D'accord. et puis des écoles de formation. Voilà. OK. Et au sein de la confédération Mère et Liberté, c'est un peu la même chose en fait. Je joue un peu le même rôle de façon complémentaire. OK. Alors si je comprends bien le début de ta présentation et c'est peut-être ça qui nous intéressait le plus, tu parles de relations avec les, comment dire? Avec les entre guillemets «les pouvoirs publics». Est-ce que, c'est ce qu'on appelle du lobbying? Pour mettre les pieds dans le plat? Oh d'abord le lobbying, c'est pas forcément quelque chose, de sale, hein. Non, Moi dans c'est la pas ma femme a fait des études dans ce domaine, donc je mets les je bon, mets très les bien. choses au clair. Non, Je non, suis à mais l'aise avec ça. écoute, moi d'ailleurs dans ma carrière, j'ai eu à faire face dans toutes les configurations possibles, qu'elles soient, nationales, privées ou européennes, à du lobbying, à des lobbyistes. Mais attends, le lobbyiste, c'est quoi? C'est avoir des gens qui représentent une catégorie de personnel et cetera et qui essayent de mettre sur la table leurs préoccupations et de façon à ce que dans les décisions et si possible par anticipation, on prenne en compte un certain nombre de préoccupations. Ça ne veut pas dire qu'au final toutes les préoccupations sont là, mais d'abord un bon lobbyiste, c'est quelqu'un qui essaye de faire comprendre quels sont ces enjeux, quels sont ces problèmes et quelles seraient éventuellement les solutions pour faciliter. Mais un bon lobbyiste ou un bon négociateur, c'est aussi quelqu'un qui essaye de comprendre en face quelles sont les préoccupations des autres et qu'est-ce qu'il va falloir intégrer. Et ça se joue à tous les niveaux.
Ça se joue au niveau national, ça se joue au niveau local, ça se joue au niveau régional, ça se joue au niveau national, ça se joue au niveau européen, entre autres OK. États membres ou entre sujets. Et ça, bien sûr que c'est un rôle de lobbyiste, mais moi, c'est au sens noble du terme. Il faut C'était pas une critique, lobbyer. hein, c'était pas une Non, 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 critique, non, mais au c'est pas contraire, je trouve ça très bien. Au contraire, notre travail, c'est de défendre. Aujourd'hui, tu disais, il y a un malaise, mais tout le monde ressent la problématique de la pêche plaisance en difficulté. Mais il n'y a pas que la pêche plaisance qui est en difficulté. Les professionnels sont en difficulté. Tout le monde est en difficulté. On a un problème de climat, on a un problème de ressources, on a un problème de surpêche, on a parfois un problème d'inéquité, pour dire le moins, dans les mesures qui sont mises en place. Euh, Nous, ce qu'on veut, bah, c'est être reconnu pour les efforts qu'on fait. Et si on fait des efforts, il faut qu'ils soient équitables et que on puisse dire, bah oui, de façon claire, bah ça c'est pas équitable, ou en tout cas c'est de la surréglementation. Et on veut bien convaincre nos propres adhérents, mais pour les convaincre, il faut que ça soit justifié. Il faut qu'une réglementation elle soit justifiée, qu'elle soit claire, et s'il y a des contraintes, qu'elles soient discutées et qu'on soit à table éventuellement, mais qu'elles soient logiques et qu'elles soient équitables. Équitables. Si tu vas le samedi pendant que tu peux pas pêcher le lieu jaune et que tu vas au marché et que tu trouves 3 tonnes Mmh. du lieu sur les étals, moi j'ai du mal à expliquer à mes adhérents qu'il faut respecter les règles pendant cette même période, on continue à aller pêcher sur les frayères Mmh mh. ou sur Bah, le bar, c'est pareil, hein. le bar, c'est la même chose. Le lieu, c'est encore pire puisqu'on a des périodes de repos encore plus larges, Mmh mh. hein, et on continue à laisser pêcher. Et moi, je trouve que ça, c'est hyper important parce que c'est là où il faut ouvrir un dialogue et essayer de convaincre. Pas que les professionnels, il y a des professionnels qui le comprennent très bien. Et si Ouais, on parle aux alors on en a un linéaires, ou 2 qui nous écoutent et qui sont à la fois pêcheurs-rouleurs ben oui. et professionnels. En revanche, alors moi, tu vois, je suis en bord de mer, juste à côté d'un port, puis ça fait longtemps que je traîne mes guêtres sur les bords de mer. Hem, il y a quand même un sujet autour de ça. Moi, il y a un truc qui me choque, tu vois? Je suis allé voir, pour mettre les pieds dans le plat, moi, j'ai le sentiment qu'on est sous-représenté ou en tout cas qu'on n'existe pas aux yeux des pouvoirs publics, que ce soit en rivière, vis-à-vis des agriculteurs et en mer vis-à-vis des pêcheurs professionnels et je m'explique, quand tu regardes l'Ifremer qui donne des recommandations à tout le monde, l'Ifremer, qui est-ce qu'il y a au bord? Le syndicat des marins pêcheurs, qui est-ce qui consulte? Les centrales d'achat de poissons. Bah, tu te dis, en fait, ils donnent des conseils, mais enfin, ils donnent des conseils, ils donnent du support, ils donnent de l'expertise, mais elles sont où les fins? Elles sont probablement pas, vis-à-vis de la protection du milieu. Je suis peut-être provocateur et si des gens de Non. l'Ifremer, m'écoutent, ils me diront peut-être l'inverse, mais moi, quand je vois ça, je comprends pas que les, pêcheurs professionnels aient une personne au comité de direction de l'Ifremer, par exemple, tu vois? À l'heure où j'enregistre, vous êtes bientôt 6 500 à être abonnés à la chaîne et rien que pour ça, je vous dis merci. Mais malgré tout, parmi tous ceux qui regardent, il y en a encore un très grand nombre qui ne sont pas abonnés. Alors si tu as 2 petites secondes et que tu as envie, juste de participer, à l'avancée de cette chaîne et en tout cas à lui donner un petit peu d'élan, c'est juste là, en bas, tu cliques sur t'abonner, la petite cloche, comme ça tu seras averti quand il y a des nouveaux épisodes. C'est tous les vendredis à 16 heures. C'est pas compliqué à retenir. Hem Et puis, si tu as, envie, encore plus de donner de l'élan à cette chaîne, n'hésite pas à partager cet épisode ou ceux qui t'ont plu sur les réseaux sociaux, ça me donne un sacré coup de main. Merci beaucoup, je te laisse, c'est reparti. Bon alors ça tombe très bien que tu évoques, la chose puisque c'est un des sujets sur lequel nous on se bat depuis assez C'était pas longtemps. prévu. Eh ben non, mais parce que justement, on vient d'obtenir, juste récemment que l'Ifremer a décidé, juste là, il y a quelques semaines, même pas, jours, Mmh. d'ouvrir maintenant une section pêche plaisance à l'intérieur d'Ifremer. OK. Donc ça c'est un grand pas. Et deuxièmement, nous, en tout cas au niveau FNPP, on est en train de travailler, avec eux aussi puisque, bah, les statistiques Ifremer, dans un certain nombre de sujets, surtout sur la plaisance, ben, on n'est pas forcément toujours, content, hein, c'est clair, Mmh. on le dit pour le moins. Et parfois certaines décisions sont justement fondées sur ces chiffres et que, bah, lorsque ce sont des extrapolations, ça ne veut pas forcément dire toujours qu'on Mmh. on a une matière scientifique, qui est suffisamment solide pour le faire. Donc là, il y a un programme, avec une société Maresco, enfin bref, qu'on essaye de monter, enfin Ifremer nous a demandé justement de travailler avec nous pour essayer de faire une grande enquête, hem, sur tout le littoral
pour, interroger les pêcheurs de plaisance, sur un certain nombre de questions, du questionnaire qu'on va voir OK. avec eux, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, la matière statistique n'est pas que l'Ifremer, elle est aussi au niveau européen et bon, on va pas épiloguer, mais il faut être, il faut être vigilant et nous, ce qu'on veut justement, ben, on va bientôt arriver à la déclaration, Mmh. c'est qu'on a un gros problème, c'est de se dénombrer et de mieux mesurer le poids que l'on représente. Pas de façon conflictuelle, mais de façon à ce qu'on puisse arrêter de dire qu'on est des dévastateurs des fonds, ce qui est Mmh. totalement faux bien sûr, mais on peut toujours, le dire haut et fort, mais si on n'a pas les éléments concrets pour le faire, ben, on est toujours plus faible Mmh. et c'est là où, ben, je me permets de rebondir sur, comment dire? Ta question parce que, la déclaration aujourd'hui, hein, je voudrais revenir un On petit peu parle en du du arrière. du sujet chaud là, qui est la On parle du déclaration de sujet chaud, la certaines espèces. déclaration. Ouais. Alors d'abord la déclaration pêcheur, puisque pour se déclarer des espèces, il faut d'abord déclarer le pêcheur. Mmh. Je voudrais peut-être là-dessus, si tu me permets, revenir un tout petit peu en arrière. Vas-y. La déclaration pêcheur, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau, comme ça d'aujourd'hui. Il y a 10 ans, il y a eu un Grenelle de l'environnement, il y a eu Mmh. le rapport Medevielle et dans le rapport Medevielle, il y avait déjà la proposition de faire une déclaration du pêcheur, et de déclarer les espèces, un choix d'espèces les plus sensibles, hein, c'est pas sur toutes les espèces, mais les espèces sensibles. Et ça, à l'époque, il y a 10 ans, c'était, l'alternative à l'idée d'un permis. Mmh. C'est-à-dire, on fait pas un permis, mais on fait une déclaration qui nous permet de mesurer, de mieux se mesurer de qui on est et quelle est notre part de prélèvement, dans une action responsable. Ça, c'était il OK. y a 10 ans. Mmh. Ça n'a jamais été mis en place, OK. mais ça ressort. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu un certain nombre de discussions, bah, pas qu'au niveau national, mais aussi au niveau européen et notamment, sur le fait que, bah, il y a une baisse de la ressource, parfois une baisse, parfois un déplacement de la ressource. C'est Mmh. pas toujours une baisse, c'est parfois aussi un déplacement des ressources, sur des lieux, ben, à cause de la température, plus loin, plus profond, et Mmh. cetera. Et dans cette discussion, la France est autour de la table. Quand je dis la Mmh. France, c'est pas les plaisanciers, hein, ce sont Mmh. les autorités françaises. Parce qu'on Mmh. a un peu tendance à oublier qu'au niveau européen, ce sont les États membres qui prennent la décision. C'est pas la Commission qui prend les décisions. La Mmh. Commission fait des propositions, les États membres prennent les décisions. Les gouvernements des États membres prennent les décisions et à côté, le Parlement européen donne son avis, donc c'est les élus, hein, qui donnent leur avis, soit en prenant la décision en codécision, soit en décision conjointe, Mmh. soit, simplement après avis, le conseil, décide. Ça dépend des types de décisions. Donc c'est pas quelque chose qui sort du ciel: «Ah Bruxelles, ils nous imposent, c'est incroyable» et cetera. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Mmh. Or, la déclaration, c'est quelque chose qui a été décidé au niveau européen avec la France, il y a déjà quelques années pour mise en place début 2026 et donc on y est. Ouais, alors je vais me permettre de t'interrompre et je Je t'ai t'en donné prie. mon avis en préambule quand on a préparé cet épisode. Hem, Moi, c'est quelque chose qui me gêne, le ce cette démarche à plusieurs titres. La première, c'est qu'on est dans une société où il y a pas mal de crispations et que là, on se dit: «Bon, encore un truc qui nous tombe dessus». Deuxièmement, la mer était un des derniers endroits un peu de liberté avec, tu vois, la mer, le la capacité de voyage, tu avais pas de possibilité de permis et cetera et je le vois, moi, si je prends à mon échelle, locale, bah, tout le monde va ramasser ses coques, ses praires, ses étrilles et cetera. Il y a un côté familial, sociétal assez fort, assez marqué, hem et en fait, là, plus encore que l'augmentation du prix qui peut faire parler, par exemple, sur le permis de pêche, en eau douce, on est sur un truc où on passe de liberté à contrôle. Contrôle, dans une organisation européenne où, on va pas faire de politique, mais les gens, il y a à redire, voilà, chacun se fera son avis, mais c'est pas le sujet. Hem Et surtout, sans trop savoir et on se dit: «Mais attends».
ça va préparer au permis puisque tout le monde a quand même gardé en tête ce dont tu parlais, cette, Mmh, volonté d'aller vers un permis. Donc moi, j'ai entendu beaucoup de gens me dire: «Ouais, en fait, c'est la première étape vers le permis». mmh, Donc on passe d'un espace de liberté à privation et pour le vivre, moi, au quotidien, avant, tu étais jamais contrôlé par personne et il y avait des abus de dingue et quand tu vois les abus des marins-pêcheurs, tu te dis: «Bah, les abus des plaisanciers à côté, on est gentils». Maintenant, moi, je vais, tu vois, je vais à Chausey et je peux le citer. Chausey, il y a quelques centaines de bateaux, enfin de plaisanciers, qui vont, quand il y a une marée. Avant, tu étais 0 contrôle. Maintenant, tu te fais contrôler 4 fois en 3 heures, par, la police maritime, la police d'environnement, les douanes, les affaires maritimes. Tu vois? Enfin, moi, j'ai entendu des gens dire: «Bah, vaut mieux trafiquer de la drogue, tu moins emmerdé, quoi» et donc on passe tu vois, d'une liberté à un truc où maintenant, faut déclarer, faut dire quand tu vas à la pêche, faut tout dire et moi, enfin, tu vois, à titre perso, moi, ça me gêne énormément. Je comprends qu'il faille des chiffres pour appuyer et pour aller au-delà et pour terminer mon propos, quand je vois sur le site du GIFAP qu'on est là en train de dire: «Ouais, alors, en fait, on dit qu'il y a 4 millions, mais en fait, on est plutôt 2 parce que bon, faut pas dire qu'on est trop, pour pas trop déranger». Je me dis: «Bah, est-ce que l'industrie de la pêche, elle joue pas aussi à rebours de ce genre de démarche?» Donc je pose tout ça sur la table un peu abruptement, mais l'idée c'est quand même de voilà, d'avoir l'envers du décor et ton avis sur ce sujet. oui. Bah, c'est pas ce sujet, c'est plein de sujets que tu abordes, hein. Heu, c'est plein de sujets. D'abord, bon, je pense que sur la philosophie, l'objectif de pouvoir, pêcher d'une façon responsable, moi j'ajoute le mot responsable, Mmh mh. ben, quand on dit l'espace de liberté, Mmh. hein, c'est bon voilà, c'est l'espace de liberté. Quand tu vas te baigner, tu as déjà des bouées jaunes pour, te protéger parce que de l'autre côté, tu as des bateaux et toi tu vas te baigner. Mmh. Partout, déjà aujourd'hui, indépendamment de la question de la déclaration, désolé, tu as une réglementation, tu as des règles, parce que si tout le monde fait n'importe quoi, au moins, peut-être qu'il y a une différence entre la pratique et le contrôle et le fait Mmh. que tu as des règles. Tu as déjà plein de règles. Tu Oui, oui. respectes des tailles, tu Mmh. respectes, bon, et Les ça, tu quotas et cetera, ouais. l'acceptes, hein. Ouais, ouais. Lorsqu'on se défend en disant, plutôt que d'avoir, nous 30, les professionnels 30 centimètres pour le lieu, nous 40, 36 et bah, si on passe tout le monde à 42, mais Mmh. tout le monde, bah, passez-nous à 42, OK, mais laissez pas les quotas. Mmh. Ça il faut arrêter de faire Mmh. de la L'empilement, ouais. de la surréglementation. Donc de toute façon, tout ça, ce sont des règles et Mmh. aujourd'hui, même indépendamment de la déclaration, bah, moi, je suis désolé, j'ai été contrôlé aussi avant, on regarde ma pêche, j'ai 42, j'ai pas 42 et cetera. OK. La question, c'est pas tellement le contrôle, la question, c'est la verbalisation, quand tu es en dehors des clous, tu as un service de contrôle qui te verbalise de telle façon, un autre qui te verbalise et ça, c'est un des points qu'on met sur la table de façon régulière. Il Mmh. faut harmoniser le système des contraventions et le système des contrôles. Ça, c'est la première chose. Mmh. Deuxièmement, l'espace de liberté, faut pas rêver. On est tous déjà aujourd'hui, même sans comment dire, toi-même, dans ta démarche responsable, tu sais que tu vas remettre à l'eau certains poissons, tu vas les prendre, et cetera. C'est pas la liberté où je fais ce que je veux. Le problème, c'est justement, c'est pas la liberté, de respecter les règles. C'est la liberté, les règles Mmh. comprises, hein, si elles Mmh sont mh. acceptables. C'est la liberté de frauder sans que, toi, moi, je fais ce que je Oui, veux mais et mon peu voisin. importe les règles de la fraude, tu en auras tout le Ben, temps. Regarde, les marins pêcheurs, ils doivent passer à oui, la mais si, criée, ils mais en passent justement, que la moitié, tu vois? Le sujet, il est peu tout à importe la fait. règle que tu mets, il y a toujours, trafic de drogue, on met des moyens colossaux et il y a toujours du trafic Voilà, de drogue. voilà. Mais il y a un point aujourd'hui. Faire une démarche dans laquelle, parce que tu dis: «Oui, mais moi j'en ai marre, c'est une contrainte supplémentaire». Je suis désolé, bon, il se trouve que je suis un peu chasseur aussi. Ça a gueulé quand on a mis, la déclaration Bécasse. Aujourd'hui, il y a chasse adapte, tout le monde déclare sur le petit système et au contraire, bah, ça a donné un espace qu'on peut continuer justement à chasser cette espèce alors qu'avant on pouvait pas. OK. Mmh. Bon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont les choses sont engagées ne nous aide pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je m'exprime. La décision qui a été prise il y a déjà quelques années de mettre en place, je dis bien au niveau européen, c'est pas que la Mmh mh. France, c'est Ah tous ouais. les États membres, hein, OK. Ce suivi, comment dire? Des prélèvements sur les espèces en gestion, les espèces les plus sensibles, Mmh mh.
c'est quelque chose qui, nous, on a toujours voulu, et dès le départ, dire, mais si vous le faites, puisque de toute façon c'est décidé, les États l'ont décidé, de toute façon c'est à mettre en place. C'est Mmh. décidé. C'est pas par nous, mais c'est décidé. Faisons de quelque chose et faites en sorte de faire, si vous voulez que les gens adhèrent à la démarche, faites en sorte de faire que ça soit quelque chose où il y a un plus pour le pêcheur, que ça soit pas que une base de contrôle, que ça soit pas qu'une base de répression. Le plus, c'est quoi? Nous, on l'avait dit dès le départ. Si vous faites, et lorsque vous mettez en place cette déclaration, il y a une première chose. Quand vous, d'abord, on s'enregistre, si on s'enregistre pour l'année. Pas Mmh. commencer à s'enregistrer à chaque fois, et cetera. Bon, premièrement. Deuxièmement, on va pas commencer à donner ses lieux de pêche. Donc, et ça, je pense que maintenant on l'a obtenu, au moins, vous dites la zone dans laquelle vous avez pêché. La zone, ça suffit, hein. Moi, si j'ai pêché au nord que je sois à peu près dans ma zone, Mmh. à 1 mille de Bréa ou que je sois aux Roches d'Ouvre à 12 000, c'est la zone et ça suffit. C'est pas la Mmh peine mh. d'aller, voilà. Donc là-dessus, je crois qu'on a obtenu gain de cause. Mais surtout, en même temps, on dit, mais si vous allez pêcher, que ce soit du bord ou ailleurs, hein, ou en mer, et que vous faites 10 kilomètres dans certaines zones, vous avez une réglementation qui est déjà différente. Mmh. C'est un magma pour aller trouver les règles ou de trouver les réglementations ou tout simplement des outils pédagogiques qui vous aident à attirer, à comprendre ce qui est mieux de faire, une bonne pratique, etc. Donc, nous, ce qu'on avait dit dès le départ, si vous le faites, mais faites-le au moins d'abord en collaboration avec nous, enfin d'une Mmh. façon constructive. Faites un travail pour avoir à un seul endroit accès à toute la réglementation où vous soyez, avec une carte. Vous êtes là, clac. Vous cliquez sur la carte, vous avez toutes les réglementations locales du bord, du machin et tout ça, plutôt qu'aujourd'hui d'aller chercher. Rendez cet outil. Deuxièmement, qu'on travaille ensemble pour avoir accès à des outils pédagogiques, etc. Donc que ça soit une démarche déjà qui change complètement la vision des choses. On a été même plus loin. On l'avait dit, puisque nous voulons montrer que nous sommes des gens responsables, ben moi, quand je clique là-dessus, là, je clique sur une charte qu'on construit nous, plaisanciers, Mmh. hein, qu'on construit nous, plaisanciers, une charte d'engagement de responsabilité. Je m'engage enfin, je veux dire pas qu'à respecter les règles, mais je veux dire par rapport à la nature, à respecter les choses, etc., etc. Et de Mmh. montrer justement, en faisant ça, on fait une fois par an ou n'importe, mais que c'est une démarche volontaire qui est positive. Et Mmh. après de réfléchir et de travailler avec toi, avec d'autres, etc., sur ce même point d'entrée, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour que ça soit au service des plaisanciers? Mmh. OK? Et à ce moment-là, moi je dis, le fait de se déclarer, mais surtout le fait de mettre ces espèces comme on l'a fait pour la bécasse, dans la chasse, etc. Mais moi demain, je peux dire, arrêtez de dire, même si le GIFAP, le GIFAP maintenant quand même a baissé parce qu'ils ont fait les enquêtes et c'est pas forcément, moi je travaille avec eux, je vois ce qu'ils se font, c'est pas du tout dans cet état d'esprit qu'ils ont fait ça. Parce qu'il y a aussi un problème avec l'eau douce et eau de mer. Bon, enfin bref. Mmh. Mais en tout état de cause, le plus important, c'est d'avoir des chiffres clairs, arrêter de dire lorsqu'on discute de telle et telle chose. Moi, je veux dire, j'étais dans une réunion il y a pas longtemps, où quelqu'un d'un ministère nous a dit, mais la pêche plaisance prélève 66% du lieu jaune. Mmh. Ah Ah mais ouais. vous rigolez? Eh ben non, ça a été dit. D'ailleurs, la ministre qui était présente, elle s'est quand même tournée vers son collaborateur en disant, oui, là peut-être quand même il y a un petit problème. Mais c'est ça qu'on a en face. C'est ça, c'est à ça qu'il faut. Et si on a des chiffres beaucoup plus clairs et sur une démarche volontaire, mais on change complètement la donne. Parce que demain, on peut dire, attendez, on est peut-être que 1 million ou 1,2 million ou 1,3 million, on a prélevé que ça, mais par contre, le poids économique qu'on est, on est aussi des électeurs. Alors si on a un poids économique important de 4 à 6 milliards, plaisance confondue selon qu'on met les bateaux ou pas, Mmh. hein, plus un nombre d'électeurs, on peut peut-être aussi commencer à mettre les choses légèrement en perspective différente. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, on sort tous les chiffres qu'on veut, et là où tu as un point, et là par contre je suis entièrement d'accord avec ça, et je pense qu'on a énormément travaillé et on continue à insister sur ce point,
Au niveau de la représentativité, on l'a écrit, ça se trouve sur internet, les lettres qu'on a écrites au ministre, et cetera, et on le répète à chaque fois. Nous, ce qu'on demande, c'est d'être présent, les représentations des plaisanciers, d'être présent à tous les niveaux de décision. Mmh mh. C'est pas logique de n'avoir on est tous des usagers de la mer, qu'on soit professionnel, qu'on soit plaisancier, qu'on soit pêcheur de loisirs, on est des usagers comme les autres et on a le droit d'être respecté et on a notre voix. Et OK. ça, c'est une des choses qu'on a mis en avant, qu'on met en avant et ça commence à bouger. Si on regarde par exemple, bah d'abord, il y a un groupe de concertation, hein, il y a le groupe de concertation présidé par les sénateurs Alain Cadec et Pierre Madevielle, c'est plutôt une bonne avancée et je dois dire qu'ils nous aident quand même beaucoup à essayer de, bah oui, de faire bouger un petit peu les choses. Pas facile, mais enfin, heu, ça existe, ça a le mérite d'exister. Mais moi, je prends par exemple les parcs marins ou les parcs, les éoliennes, les Ouais. parcs, d'éoliennes. Bah, si on prend le parc de Guérande, Mmh mh. ça a été une bagarre et c'est la FNPP au départ qui l'a mené. Ça a été une bagarre pour qu'on soit représenté dans le processus de décision de mise en place. Pas de décision du parc, mais pour les accès, et cetera. Et on a eu la chance de tomber à l'époque, c'est un de nos collaborateurs, Christophe, de tomber avec persuasion sur finalement un préfet maritime qui a dit: «Bon, OK, venez autour de la table». Et finalement, qu'est-ce que ça a fait? Mais ça a fait que le jour de la mise en accès, en place, pour la première fois, on a pu avoir d'abord une situation dans laquelle il y avait une concertation entre la partie professionnelle et la partie, comment dire, des plaisanciers. Contrairement à ce qui était prévu au début, bah, pour avoir accès, alors qu'au début c'était pas d'accès, Mmh. et de définir ensemble les conditions pour avoir cet accès. OK. OK? AIS, machin, etc. Et du coup, face à cette démarche, lorsqu'il y a eu le parc de Saint-Brieuc, ben, on a tiré la sonnette en disant: «Eh oh, 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 on est là, on existe. Prenez exemple sur, le parc de Guérande. Nous, on veut pouvoir faire valoir la voix des plaisanciers et si on a la table en amont, bah, ça sera peut-être plus facile de trouver des solutions que de devoir gueuler, Mmh. pour exister». Voilà. Et OK. ben, on l'a fait et je pense que, ben, c'est une réussite parce que finalement maintenant, ça y est, c'est fait. Voilà. OK. Alors après, il y a un autre problème, c'est que, les parcs marins, ils ont un peu la même démarche, sauf qu'ils se parlent pas entre eux et du coup, on nous crée des conditions dans le parc marin, dans le golfe du Lion qui sont pas les mêmes que celles qui sont dans le golfe du Lion et c'est quelque chose qu'on a encore récemment, mis, sur la table de la ministre et sur la table de la DG AMPA en disant: «Mais même s'il y a des spécificités, au moins faire sortir de ça des règles de base où, au moins pour le client que nous sommes, ça soit les mêmes bases». Mmh. Mmh. Bah, les ministres changent toutes les 5 minutes, donc c'est compliqué de Oui, bah, dans ma carrière, j'ai fait pas mal de ministres, mais on bat et on rebat le métal et on OK. recommence. Mais il faut y OK. aller, c'est comme ça fait partie de la vie, c'est pas Ouais. facile. OK. Mais je pense que les gens sont un peu, enfin, tu vois, ce que je te disais, moi, Ah, mais je comprends tout à fait. ce feeling, un peu, je vais caricaturer ça, mais c'est à prendre avec des pincettes, un peu gilet jaune, tu vois? Les gens, ils ont un Oui, peu oui, ras-le-bol et on te dit: «Putain, on va encore te mettre un truc où oui. on avait un peu de». Enfin, voilà, moi, je te dis, je vais pêcher la nuit et cetera, et je pense d'ailleurs, si je dois aller au bout de ma pensée, je me demande dans quelle mesure on va pas perdre des pêcheurs en cours de route. Le gars Ouais, passionné comme moi, contraint et forcé, il va le faire. ouais. Mais tu vois, la personne qui va 2 fois à la marée par an, bah, elle va dire: «Tant pis», et en fait, là où on avait 2 millions de pêcheurs, on va passer à 1,5 parce qu'il y a plein de gens qui vont dire: On «Bon, est il nous mais casse les pieds, quoi». on est, je dis je c'est pas moi, c'est tous ceux-là autour de moi, dans les différentes fédérations et cetera, on est tous mais complètement conscients de ça et c'est bien la raison pour laquelle on tire la sonnette d'alarme. Quand j'ai dit tout à l'heure, on peut pas à la fois plus mal commencer puisqu'il y a un problème pour l'application pour l'instant, ils ont un problème mécanique, bon avec le wreck phishing, hein, dans le développement de l'application, donc du coup ils sont obligés de surseoir. Ben je vais peut-être être cynique. Moi, j'ai dit, pardon, c'est pas moi, nous, de façon générale, on dit: «Mais en réalité, on reste pas les bras croisés» parce qu'on utilise cette période justement parce qu'il y a la négociation sur les quotas et cetera, ça n'aura pas échappé
à toi et à d'autres que pour l'instant les décisions sont toujours pas prises et qu'on du coup, on a encore les règles de l'année dernière. Bah, pourquoi? Parce que sur un certain nombre de quotas, on est franchement au pied à pied tous les jours pour faire bouger les lignes et obtenir mieux que ce qui est envisagé au départ. Je rappelle qu'au mois de décembre, l'administration nous a mis une décision de zéro macro, Mmh. 0. Mmh. Pas la peine d'expliquer que les conséquences, hein, Mmh. le maquereau, c'est le moindre poisson qu'un enfant et autres, perdent et s'il y a un problème sur le maquereau, il y a un vrai problème. Il vient de la Norvège, de l'Islande, ça crée un problème pour les professionnels, ça crée un problème pour les plaisanciers, certes, mais on va pas tous, payer pour ça et en plus la part prélevée par la pêche plaisance, elle est franchement minime. Nous, on Mmh. fait des études scientifiques, on a fait des études scientifiques, on l'a mis sur la table, hein, et on a montré que jusqu'à 10 ou 12, poissons, on ne tapait pas dans le stock pour autant, voilà et on est en train de se battre pour obtenir il y aura, je pense, de toute façon un bag, hein, il y Mmh. aura un quota, journalier, mais qu'au moins ce quota journalier, il respecte le principe de base de la consommation familiale Mmh. et qu'on soit au moins respecté sur le fait que, ben, voilà, aux alentours de 8-10, ça soit quelque chose qui puisse passer et on se bat. Pendant OK. ce temps-là, bah, c'est vrai, on voit des choses passer en disant: «Ah, on parie qu'on restera à ci et ça». Bah, le fait que l'application soit pas encore, sortie, c'est aussi parce qu'il y a un problème technique. Bon, OK, nous, on n'y peut rien, mais en même temps, ça nous aide à montrer ce qu'on a dit depuis le départ, 2026, ne faites pas quelque chose de répressif. Faites-en de quelque chose pour améliorer l'application, améliorer la démarche, dans le sens que je suggère et peut-être aussi de faire en sorte que en améliorant l'acceptabilité progressivement, bah, tout d'un coup, les gens, peu à peu, se rendent compte que d'abord, ils peuvent avoir un plus, mais que demain, on peut en faire un instrument très fort pour nous. Mmh. Voilà. Ouais, mais tu vois, tu parles de répressif, ça veut dire que l'idée in fine derrière ça, c'est quand même c'est le contrôle, quoi. Non, mais parce que qui dit mais bien sûr, mais qui dit à un moment donné, système peut être un système de contrôle, mais pas plus qu'aujourd'hui tu es contrôlé que quand tu vas dans ton bateau, pour avoir, ta pêche. Moi, j'ai été contrôlé 12 fois cette année et alors? Ouais, alors après, du coup, enfin, tu vois, on est déjà contrôlé. Donc dans les faits, pourquoi rajouter cette, Mais parce tu vois? que l'idée ici Je suis provoque et désagréable volontairement. non, il y a aucun problème avec ça. C'est pas ça. Je fais une démarche où moi, si je déclare que j'ai pêché 2 poissons aujourd'hui, Mmh mh. je contribue à la connaissance et qui va m'aider dans ma défense. Mmh. C'est pas pour être contrôlé et je pense que c'est quelque chose qui est en train d'être mieux compris et de progresser justement et le fait que le système soit pas mis en place, nous, ce qu'on a demandé, par exemple, dès le départ, bah, au moins que les gens, puissent, on a déjà au moins gagné ça d'ailleurs parce qu'il fallait déclarer dans la journée. Bon, maintenant, au moins, c'est dans les 24 heures. Nous, on a dit, on pourrait même dans la semaine. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a on a déjà progressé puisque c'est 24 heures, c'est déjà pas mal. Mais l'idée, c'est pas de dire ta position, l'idée, c'est j'ai pêché 2 poissons, mais à la fin, je peux cumuler et j'ai des arguments pour dire: «C'est pas moi qui fous la merde». Mmh. OK? Mais il faut en faire un instrument positif et moi, je dis à l'administration: «Aidez-nous, nom d'un chien, puisque c'est quelque chose qui a été de toute façon décidé dans tous les États membres pour la meilleure gestion des ressources, très bien, mais au moins aidez-nous à en faire quelque chose d'utile. Or, ceux qui ont là le lien avec le terrain, c'est pas dans son bureau à Paris. Bah, ça, c'est clair. C'est clair. Mais d'ailleurs, moi, tu vois, je l'analyse comme ça. J'ai eu cette chance ou cette malchance de passer quelques années à Paris et tu te rends compte que sur beaucoup de décisions, en fait, c'est des gens qui sont complètement, largués et ministres de la mer et demain ministres des chemins de fer et enfin, tu vois, Mais d'où, ben moi j'ai connu ça dans toutes les configurations, d'où l'importance d'être aussi, selon les problèmes, selon les réseaux, de bien comprendre les réseaux, de bien comprendre les problèmes pour, à différents niveaux, être présent, faire de la pédagogie. Ça c'est moi j'ai quelqu'un dans ma carrière qui a compté dans ma carrière, dans ma vie, mmh qui un jour m'a dit, j'avais une trentaine d'années: Alain, tu as tout à fait raison, mais à quoi ça sert d'avoir raison si les autres là n'en sont pas convaincus en face?» Mmh. Bah ouais, alors va convaincre. Alors je ne dis pas que je vais convaincre tout le monde, c'est Mmh pas mh. la question, mais quand on est face
à la situation que tu as dit dans les ministères ou autres, bah, parfois faut leur aider aussi à ouvrir les yeux et pas forcément de façon agressive. Ou en tout cas, de temps en temps, il faut quand même mettre les points sur les i clairement, hein. Mais je veux dire, il faut aussi aller expliquer et c'est pour ça que le fait d'être en fédération, d'être en association, d'être regroupé, ça permet aussi de faire remonter des choses du terrain. C'est pas que dans les 2, il faut pas que ça soit que dans un sens OK. et c'est pour ça que c'est important d'être organisé. Et du coup, pour finir sur cette déclaration obligatoire, parce qu'on a d'autres sujets autour de tout ça à aborder, est-ce que tu peux quand même nous récapituler ce qui est en train d'arriver? Comment? Histoire que ce soit au clair pour tout le monde parce que, il y a différentes espèces, différentes zones et cetera et cetera. Est-ce que tu peux nous simplifier ça? Bah, l'idée, c'est de s'enregistrer comme pêcheur, voilà, une fois par en tout cas une fois par an, hein. Mmh. Nous, on avait même proposé lorsqu'on fait cet enregistrement que, on puisse dire: «Je suis un pêcheur du bord, un pêcheur, sous-marin» ou enfin avec les 2 et cetera. Ce qui aurait été intéressant comme information parce que ça permettrait c'est pas impossible que ça finisse par y être, mais en tout cas, ça peut être aussi une information importante, Mmh mh. hein. Je suis à la fois un pêcheur du bord ou un pêcheur en bateau ou un pêcheur à alors, Mmh mh. on a dit d'emblée, pardon, que ça ne concernait pas la pêche à pied pour l'instant. On a dit D'accord. déjà à mettre en place. Ça, c'est un point important. Déjà à mettre en place et vu les conditions, la situation nous donne raison, hein, de faire quelque chose qui pourrait être, au moins utile à terme en tout cas. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais on espère que progressivement, ils vont aussi essayer d'améliorer les choses, et en les mettant en place. Donc, du coup, pas la pêche à pied pour l'instant, qui touche quand même un public plus large, plus différent et cetera. Donc, Heu, déclaration et ensuite des déclarations des espèces sensibles, c'est-à-dire le bar, le lieu, la dorade rose, il y aura sans doute le maquereau, mmh, OK. voilà. Alors, par exemple, pour l'instant, nous, on a vu l'application, temporaire là, où on a eu l'occasion de la voir. Bah, la première chose, comme c'est quelque chose qui s'applique comment dire? À tous les États membres, la situation n'est pas la même selon les États, hein. D'accord. Et quand on la version qu'on avait vue, bah, quand on la voit, il y a tous les poissons. Mmh. Ah écoutez, si la première chose qu'on voit en ouvrant, il y a tous les poissons qui sont même pas identifiés les poissons obligatoires, ça risque de faire assez confusion quand même. Alors j'en sais rien, soit vous les mettez en rouge, soit vous les faites ressortir, mais faut se débrouiller pour que la chose soit pédagogique et mette pas une pagaille pas possible. En tout cas, la vérité, c'est qu'on doit déclarer que les espèces, sensibles que j'ai mentionnées. Après, hem, comment dire? La question, c'est de savoir quand. Donc normalement, c'était dans la journée. Mmh. Maintenant, là, au moins, ils ont bougé maintenant les choses dans les 24 heures. On avait demandé aussi qu'il y ait finalement une déclaration possible papier, parce que tout Mmh. le monde n'est pas forcément familier avec ça. Compliqué parce que le règlement ne le prévoit pas, et cetera, mais on a obtenu dans les discussions maintenant, et normalement ça sera dans le texte, de qu'une personne entre guillemets «morale» puisse le déclarer. C'est-à-dire, moi je suis dans une association, toi tu es pas forcément familier avec ce genre de choses et cetera. Je sais que tu es sorti, ben, je peux le faire à ta place. D'accord. OK? Ça, c'est quand même déjà un point important. Il y a des améliorations à faire, on va voir au niveau pratique, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que nous, on a dit, ça a été accordé que, en tout cas, dans la première année, on puisse nous aussi être de remontée du terrain, toutes les difficultés qui sont rencontrées et on a encore récemment une réunion avec le cabinet, enfin voilà, le contact avec le cabinet, que la DG Ampin s'engage, elle aussi, à faire en sorte, dans ce va-et-vient, de se retourner vers qui de droit, soit au niveau national, soit au niveau européen, pour essayer de prendre mieux en compte la faisabilité de la déclaration et d'améliorer le système. OK. Ça va pas être facile, hein, mais il faut le Mmh. faire. Il faut être pied à pied là-dessus et nous, OK. organisés, on doit pouvoir faire remonter en permanence. C'est l'intérêt aussi d'avoir des associations. C'est pas facile de convaincre, je le sais et on nous aide pas, hein. Ça, c'est clair. Justement, en parlant de ça, l'idée c'est pas de cibler qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a des actions qui vous freinent, qui vous pénalisent et inversement, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire nous pêcheurs pour aider et notamment j'ai entendu ce que tu disais sur le fait qu'il y a encore des négociations en cours. Est-ce que
en tant que pêcheur, au-delà de l'application, on peut peser d'une façon ou une autre? En faisant un courrier, en s'inscrivant dans une fédération, en manifestant ou je sais pas quoi? Ouais. Et à contrario, voilà, qu'est-ce qui te freine aussi, s'il y a des actions qui sont pénalisantes? Ben, moi d'abord, je dirais que la force d'être ensemble, ou être ensemble, c'est une force, faut le dire comme on veut. Et je pense que justement, le fait d'être regroupé en fédération avec chacun ses spécificités, plus le fait avec la confédération de se parler et d'essayer de se comprendre dans les problèmes qui peuvent être légèrement sous des angles différents, mais qui reviennent toujours d'ailleurs aux mêmes choses, hein. Hem et donc d'avoir un réseau, qui part du niveau local, avec une organisation au niveau régional et cetera. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'à la FNPP, on s'est même, renforcé en termes d'organisation, par exemple, où on a créé des vice-présidents au niveau régionaux. Mmh. Donc on a une organisation des associations. Moi-même, je suis président d'une association, hein, en D'accord. Bretagne. Ensuite, un niveau départemental qui fait qu'on se voit à peu près tous les 3 mois à peu près. Toutes les associations, départementales, enfin de ce département, on se voit. Mmh. Et ensuite, un vice-président au niveau régional qui fédère un peu tout ce qui se passe en va-et-vient. Mmh. OK. Quand je dis va-et-vient, c'est à la fois des informations, que nous on fait, descendre à tout le monde, mais aussi remonter du terrain. Hem, Au niveau régional et au niveau national, ben, les vice-présidents, régionaux, on se parle mais constamment. Je veux OK. dire, on est en réseau tout le temps, on se parle, donc voilà. Donc ça, c'est plus on a d'adhérents derrière, plus on est fort. OK. Parce que, désolé de le dire, mais, je pense qu'on a énormément de gens, moi, quand je vois sur les réseaux sociaux ou ailleurs, le mal-être qui peut exister et cetera, mais on a le même. On génère exactement les mêmes, on fédère les mêmes frustrations, on essaye, mais il y a un moment donné, il faut il faut pas crier dans le vide. Il faut être acteur et si on veut faire changer les choses, ben, il faut soit forcer la porte, mais en tout cas, il faut être à table. Mmh. Mais il faut respecter les autres. OK. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent nous gêner, quand, les gens crient fort, mais en réalité, ça n'aide pas parce que s'il y a rien derrière de constructif, s'il y a rien qui est responsable, ça sert à rien. Et dénigrer en plus ceux qui bénévolement se défoncent pour Mmh. essayer de faire porter, ta voix comme celle des autres, ça aide pas. OK. Et c'est ridicule parce qu'on perd du temps et on perd de l'énergie au lieu d'être des interlocuteurs, voilà. Par contre, plus on est dans des associations et plus on remonte, moi je dis que ça c'est notre force. Et je suis très fier à titre personnel, par exemple, dans mon association, d'avoir de plus en plus de jeunes qui viennent, OK. y compris dans mon bureau. Un bureau au sens, Mmh. organisation, hein, je veux dire. J'entends, j'entends. Et c'est hyper important. OK. OK et en termes de structuration, il y a des parallèles. On a parlé de pêche en rivière aussi. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que, limite, est-ce que demain, ça pourrait pas être, la fusion de 2 entités et d'avoir une vraie fédération de la pêche? Enfin voilà, quelle est ta vision là-dessus? Bon, alors d'abord, on a des bonnes relations avec la fédération, pêche en eau douce, hein. OK. Donc ça, c'est important, ouais, parce que, par exemple, quand on a organisé le salon de Nantes, avec le JIFAP à l'époque, hein, c'était au mois de mai, de cette année. Mmh. On l'a fait avec, la FNPF d'un côté, nous la CML et la Confédération Mer et Liberté et le JIFAP. Donc pour un certain nombre de sujets, même au groupe de concertation, la Fédération de la pêche en eau douce était venue. Attention, il y a quand même, une grosse différence. Pour la pêche en mer, les enjeux sont tout ce qui concerne, l'écologie, le respect des territoires, la gestion de la ressource et cetera, c'est la même chose. Sauf que dans la pêche en mer, on a quand même un contexte d'abord, de gestion de la ressource qui est complètement différent, Mmh. hein, au niveau national et européen, hein, gestion des quotas et cetera. Et deuxièmement, ben, on a, au niveau des usages et des usagers, on a les professionnels. Mmh. Qui Oui, mais on sont a un des an professionnels aussi en rivière qui viennent mettre des On a aussi des filets, professionnels en rivière, mais l'impact et la problématique est complètement différente de celle de la rivière. Je dis pas qu'il y a pas d'accord. de professionnels en rivière, c'est vrai, Mmh. mais
la gestion des quotas, des tags, des quotas, des territoires, des ports et cetera, c'est quand même très différent. OK. Donc moi, je pense pas que ça soit une bonne chose, de regrouper. Par Mmh. contre, c'est plutôt une force d'avoir les 2 fédérations, enfin, en tout cas, les fédérations d'un côté, pêche en mer et la fédération pêche en eau douce. C'est qui d'ailleurs, bon, a des ramifications, hein, très, très, J'ai fait quelques sujets là-dessus, je me suis bon, pas fait de enfin copains, mais on en a parlé. bon, voilà. Mais par contre, que chacun ait sa spécificité, mais par contre se parle et sur les enjeux communs, type environnementaux ou autres, se parlent et travaillent ensemble sur certains sujets, ça c'est plutôt une force. OK, Mais vouloir tout diluer et devoir toujours discuter de tout, autour de la même, comme si on faisait les mêmes choses, je pense pas que ce soit un OK, avantage, au contraire. OK. Il y a pas mal de sujets, qu'on a évoqués en préparation. Puis moi, j'ai peut-être une ou 2 questions aussi, par rapport à la pêche professionnelle et à certains sujets. Ouais, J'ai entendu parler de cette histoire de l'interdiction de la pêche du bord dans le nord. oui, Qu'est-ce que ça veut dire? On en est où? Au nord de quoi? Et cetera, et cetera. Est-ce que tu saurais m'éclairer là-dessus? oui. Donc, donc dans le nord, c'est essentiellement la partie, littoral Manche, hein, Cotentin jusqu'à Dunkerque. OK. Il y a eu donc c'était de mémoire, il y a 2 ans, Mmh. si mes souvenirs sont exacts, en plein été, il y a un, contrôleur, on va dire, voilà, quelqu'un d'un Ah, je me service de souviens de cette contrôle histoire, ouais. Ouais, ouais. qui a eu, je sais pas, il devait passer ses soirées, à lire le code rural et qui a sorti un truc un peu bizarre du code rural, qui, faisait qu'on pouvait faire une distinction entre la pêche professionnelle et la pêche, comment dire? Plaisance. Plaisance, de loisirs, plaisance, récréative, Mmh. pour finalement, verbaliser, des gens qui pêchaient le bar du bord. OK. Donc ça nous est, tombé dessus en plein été. Nous, en tout cas, FNPP et CML, on a immédiatement, saisi les autorités, un peu parfois difficile parce que la moitié était déjà en vacances, mais il a fallu le faire tout de suite et en même temps, on a rencontré, une grande perplexité puisque ils se sont retrouvés face à une situation qu'ils n'avaient pas du tout prévue. Donc il y a eu, suite à nos actions, comment dire? Au moins une injonction des services centraux en disant: «Vous vous calmez», quoi. Bon, enfin, ça n'a Mmh. pas été si facile que ça parce que parfois entre les services centraux et les services décentralisés, c'est comme partout, parfois un peu compliqué. Mais OK. en tout cas, voilà, ça a été saisi tout de suite et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, du coup, on a dès la rentrée, on avait, remis la chose directement à plat et on a eu des réunions spécifiques, qu'on avait, souhaitées, enfin qu'on avait mobilisées, sur ce sujet, notamment dans le cadre de groupes de dialogue de concertation et avec un travail qui a été fait du côté des autorités, enfin du ministère, des services, de se rendre compte qu'en réalité, là, il y avait un vrai problème, mais que la chance dans cette affaire, c'est que justement au niveau européen, et je rappelle, le niveau européen, ça tombe pas du ciel, c'est un cadre qui est aussi fixé avec les États membres, par les États membres ensemble. En fait, que la disposition du code rural français était en opposition avec, le droit européen qui, justement stipulait qu'il pouvait pas y avoir de distinction entre les 2. Et c'est D'accord. grâce au fait qu'il y avait ce cadre européen qu'on a retrouvé et on a pu s'asseoir, que là, c'était un processus par contre, évidemment législatif était un peu plus long parce que changer le code rural, c'est pas quelque chose qu'on fait en 15 jours. Mais en tout cas, je dois dire que là, sur ce point, les services centraux ont vraiment, agi, dans la OK. concertation qui a été la nôtre pour faire bouger les choses. Alors, certains professionnels étaient peut-être moins contents localement et cetera, mais on vient maintenant ça vient d'être, changé, le code rural vient d'être changé, donc il OK. peut plus y avoir cette distinction et OK, cette donc interdiction. Mais j'insiste, c'est grâce au cadre européen, hein. OK. On dénigre toujours pas, tant mieux, pour une fois, il faut l'utiliser. OK. Derrière, il y a des sujets autour de la pêche au thon. Oui, Moi, j'aimerais m'y mettre typiquement, donc c'est un sujet qui m'interroge beaucoup oui, sur les quotas, les bagues, la gestion de ça, c'est un capharnaüm et en plus, nous, sincèrement, enfin moi, je vois ce qui se passe, dans les ports par chez nous.
Tu dis: «Nous, on nous casse les pieds pour attraper, je sais pas 2, 3, 4, 5 thons sur un port». Les mecs, ils vont mettre un coup de chalut là où ils ont pas le droit et ils le filment parce qu'ils sont bons les gars, ça fait des vues et on leur dit rien parce que, ils ont attrapé par inadvertance des thons dans leur filet, donc ils ont le droit. Donc ça soulève plusieurs sujets. Déjà, est-ce que tu peux nous éclairer sur, l'actualité, des quotas, des bagues et cetera? Et puis après, peut-être faire le parallèle avec ces droits que les marins pêcheurs, ont? Alors, d'abord sur la gestion en tant que telle du thon, nous, notre position a toujours été extrêmement claire. Il faut savoir qu'il y a une répartition au niveau européen des quotas, mais Mmh. que la répartition entre la part professionnelle et la part de plaisance est une décision purement nationale. OK. Donc les 1 qui sont décidés, pour la plaisance, c'est une décision au niveau national, Mmh. hein, sur les 100 accordés à la France, le quota 100. Et nous, chaque année, on attaque cette décision même en justice. Donc juste pour, Oui, spécifier et pardon. bien expliquer, tous les ans, le quota que l'Europe donne à la France, Oui. les plaisanciers, pêcheurs amateurs et cetera, ne récupèrent que 1 de ce quota? Les OK. autorités françaises ne délivrent pour la plaisance que 1 du quota qui a été accordé à la France au niveau national. Au niveau européen, il y a une décision qui est prise sur la base des quotas de l'ICCAT, d'estimation des stocks, et cetera, qui, entre parenthèses, vont un peu mieux qu'il y a quelques années. Mmh. Et il y a une répartition entre États membres. Après, chaque État membre gère son quota en répartissant, la part qu'il veut à la plaisance et la part qu'il veut à la partie professionnelle. Donc c'est la même chose en France, mais la France, depuis plusieurs années, n'accorde que 1 à la plaisance. Et ça, c'est un sujet de combat pour nous puisque on ne cesse de dire: «On voit pas pourquoi on se restreint qu'à 1 sur ce sujet, alors que le quota, professionnel, avec tout le respect, qu'on peut dire, en général, en quelques jours, il est fait, hein». Et Officiellement, je suis oui. désagréable, mais Non, bon, non, peu mais peu tu as je pas à être j'ai désagréable. des copains marins En tout cas, pêcheurs, le donc quota officiel, voilà mais oui, bien sûr, mais moi je pêche et le j'en ai thon un ou aussi. 2. J'ai Jack, Moi pour taire aussi, je son pêche nom, le qui nous thon. écoute Bon, et tout à fait. Dans les prises accessoires, il mais y a c'est des les respectueux. L'idée, c'est pas de dire oui, tous les oui, oui, marins oui. pêcheurs, mais typiquement, Non. je suis assez copain avec un fils de marin, et qui me dit: «Bah, moi, c'est» et qui est pêcheur comme moi, plaisancier. Il me dit: «Moi, ce qui m'énerve, c'est pas, la taille du quota, c'est le double quota». Sous-entendu, en fait, tous les bateaux, ils font le double de ce qu'ils ont le droit et donc toi, si tu as le malheur d'avoir un bar qui fait 41 au lieu de 42, c'est tout de suite tribunal. Mais alors eux, on ferme bien les yeux, on les laisse bien faire. Je suis très provoque, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe Mmh, en vrai. tout à fait. Alors, pour rester quand même sur la compréhension de la situation. Donc la France a une partie 1. Nous, on attaque ça en permanence pour essayer de faire bouger ce curseur. Il n'y a pas de raison qu'on reste à ça. D'ailleurs, on a gagné en justice 2 fois, sauf que la justice met 2 ans pour finalement, condamner l'arrêté qui a été pris 2 ans avant. Donc, ça sert plus à grand chose, mais on le fait quand même. Parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même tirer les leçons de décisions qui sont ensuite, retirées qui sont ensuite condamnées en fait, hein, OK. mises en cause. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qui est important, au niveau de la pêche plaisance, c'est le quota, hein. On répartit des quotas et le Mmh. quota est attribué Au bateau. OK. au bateau, pas à un individu. Le quota est attribué au bateau. OK. C'est le bateau. Et lorsque on a, comment dire? Un quota, nous ensuite c'est réparti, entre les associations et cetera. Donc toi, tu te retrouves avec ton bateau avec un quota qu'on t'a donné, pardon, ton association, on t'a donné un quota, Mmh. Donc un OK? pourcentage du pourcent. Un quota, on t'a dit: «Tu as 150 kilos ou 200 kilos». C'est en kilos, c'est pas en Ah quantité de bah oui, poisson? c'est en kilos, oui, parce que sur le 1 réparti sur l'ensemble des clubs, il faut quand même, voilà. Après, ça dépend de ton nombre de bateaux, Oui, mais tu vois, pêchant ça le ça thon. ça ça fluctue, c'est avec Cyril Graissot qui est spécialiste là-dessus. Il me disait: «Bah, les thons que vous avez, chez vous en Normandie, c'est pas le même gabarit que Oui, chez mais on va nous», y venir. Oui, mais tu attends, vois? justement. Excuse-moi, je suis Non, non, je non, suis non, non, mais vif c'est bien, sur le c'est bien. sujet. Non, non, mais non, c'est bien. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que ce qu'on répartit, c'est un quota. La bague, puisqu'il faut baguer dès que tu sors ton thon. La bague, elle est un instrument de gestion. Mmh. Dans le sens, moi, je peux avoir un quota de 200 kilos pour mon association.
si j'ai 3 bateaux qui sortent, je dois être au courant, hein, donc De c'est une quand ils gestion. sortent? Bah, évidemment, si j'ai 3 bateaux qui sortent et que j'ai 3 bateaux qui pêchent un thon en même temps et que j'ai un quota de 200 kilogrammes, je suis mal. OK, OK? Donc c'est une énorme gestion interne, c'est une énorme, oui, c'est une contrainte de gestion, de faire attention, mais les gens le gèrent pas si mal que ça. Pour pouvoir lorsque tu, sors ton poisson, OK, je suis dedans, mais moi je dois prévenir les 2 autres en disant: «Attention, là, il y en a un qui est sorti, tu as encore le droit à un poisson ou tu as rien du tout, ou si c'est un poisson de 200 kilogrammes, tu le sors pas, hein, tu OK. le laisses». OK? Et Ça si je c'est fais ça du c'est vraiment no-kill, est-ce important. que je suis obligé de me Alors déclarer? maintenant, ils ont introduit cette notion de no kill. Voilà, personnellement d'abord, moi je dis que en termes de bonne gestion, le no kill, c'est important de, bah voilà, tu pêches pendant 3/4 d'heure, tu lâches ton poisson, très bien. Tu pêches pendant 4 heures, c'est totalement irresponsable parce que d'abord si tu l'as pas remonté dans les 4 heures, c'est que à mon avis tu as un problème de savoir bien pêcher le thon. Mais en tout cas, il est certainement mort, dans l'heure qui suit, hein. OK, Bon. Après la question de le déclarer, c'est une nouvelle obligation qu'ils ont mise. OK, ça pose beaucoup de discussions, hein, parce que qu'est-ce que je déclare? Je dois pas le sortir, je peux pas le mesurer? Que Enfin bref, ça pose un tas de questions. Mais en tout état de cause, par rapport à ton point, moi, je pense que globalement, en tout cas cette année, on a bien géré la saison, tant en ce qui concerne les fédérations, les quotas, les plaisanciers sont restés dans les clous, hein, ont respecté les quotas. Quand tu me dis: «Pêche le double quota», oui, mais on en a bien conscience et on ne cesse de le dire, mais c'est les services de contrôle qui doivent prendre ça en main. mmh, Mais c'est la même chose pour le bar ou le lieu. Moi, quand je suis en train de dire: «Je ne peux pas pêcher le lieu ou je peux pas pêcher le bar», mais qu'en même temps, parce que ce sont des pêches accessoires, ben, on retrouve quand même du poisson, sur les comment dire? fameuses Sur les pêches étals, pour bah, ouais, c'est la spécifier même ceux qui chose. savent pas, ce qu'on appelle les pêches accessoires et tu m'arrêtes si je me trompe, Et c'est je pêche la dorade, j'attrape des bars alors que j'ai pas le droit, mais ils sont là, ils étaient avec les dorades ou je suis passé au mauvais c'est endroit. ça. Tu as le droit de les garder et de les vendre puisqu'ils sont dans le filet, ils sont, morts ou abîmés, ce que Mais tu sur une veux. certaine quantité, sur une certaine quantité. Ce qui fait que là, il y a un vrai sujet puisque, bah, qu'est-ce qui se passe, quand le bateau a plus de quantité que prévu? Mmh. Bah, il le remet à l'eau. Donc c'est un gâchis énorme. Alors moi, je te dis qu'ils les remettent pas à l'eau. Et là, je parle de choses que j'ai vues. Bien sûr, mais écoute, il y a toutes les situations là-dessus, mais là, on rentre dans un sujet que Ouais, ni on rentre toi ni dans un moi ne pouvons sujet qui est maîtriser, hors mais champ. qui simplement, Juste non, est important dans le sens de dire, les pêcheurs plaisanciers font des efforts, respectent les tailles, voire des quotas, souvent les 2. mmh, Alors que franchement, quand on a augmenté la taille, on pourrait supprimer les quotas. mmh, Hem, on on respecte les périodes de reproduction. Ce qu'on veut au moins, c'est être reconnu pour cela et avoir de la marge de manœuvre et qu'on nous libère un peu de quota, qu'on nous libère de la marge de manœuvre quand à côté, il y a exactement ce qui se passe et ce que tu dis. Et là, on peut et pas fermer les yeux. et Et les bateaux justement usines, c'est la même chose. justement, tout à l'heure, tu sous-entendais que ça n'aidait pas. C'est pas le terme que tu employais, mais je vais l'employer moi. Oui, oui. Le battage médiatique pouvait être contre-productif, c'était un peu ce que tu sous-entendais. Heu, Est-ce que là, en l'occurrence, ça fait plusieurs fois qu'on se bat pour augmenter le quota du thon? Est-ce que là, justement, au bout d'un moment, dire: «Bon, bah, les gars, on continue à se battre parce qu'il faut le faire, mais là, bah, on lâche les chevaux et on s'en fout, on tire dans tous les sens, Alors, histoire que ça finisse par, ouais, arriver aux bonnes oreilles». non mais quand je parle alors attention parce que quand je parle battage médiatique, pour moi, C'est il y a ce 2 ce sont choses. mes mots, hein, ce sont pas les tiens, je Non, mais précise. je le prends parce que justement, je pense que c'est bien de préciser. Le battage médiatique, il y a 2 choses, hein. D'abord, médias, ça fait penser journaux et Mmh, cetera. Désolé de le dire, dans la presse, il y a quand même pas mal de gens responsables et finalement, moi, je vois quand même, il y a pas mal de revues dans lesquelles on arrive à faire passer les messages, à discuter, faire passer notre mécontentement, d'expliquer les choses.
Les réseaux sociaux, c'est un peu autre chose parce que, dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont effectivement raisonnables, mais il y a aussi des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour crier, canaliser finalement et je le respecte, canaliser la mauvaise humeur des gens, mais on est tout aussi de mauvaise humeur nous. On est tout aussi frustrés. Mais les canaliser pour faire croire que c'est par ça, en criant qu'on va obtenir des solutions, alors que rien ne bouge. Donne-moi une situation où par ce canal, les choses ont bougé. Non. Par contre, le fait, par exemple, que les ligneurs fassent de façon construite, comme ils viennent de le faire récemment, euh, une lettre en disant clairement voilà ce qui se passe sur le bar et voilà ce qui se passe, je pense que c'est sur le bar essentiellement, je sais plus s'il y avait le lieu aussi, peut-être des deux en tout cas. Mais voilà ce qui se passe. Ou Bloom sur les bateaux-usines avec des photos, des machins, etc. construits. Et si on le lit, c'est pas agressif, c'est une certaine agressivité quand même, mais c'est fondé sur des faits. Et tout ce qui est fondé sur des faits fait changer. C'est la force. C'est pas que de crier, c'est de mettre des faits sur la table. Mmh Et mh. nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc c'est pour ça que je dis, mais bien sûr qu'il faut de temps en temps mettre du poing sur la table. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on fait quand on nous dit on arrête la pêche du maquereau pour la plaisance? Ben, on a tapé du poing sur la table et on a fait ce qu'il fallait. Hein. Je peux OK. dire à tous les niveaux. Mais, mais il y a un moment donné, il faut essayer de s'exprimer en ayant des arguments. Et ça sert à rien de crier et de faire croire aux gens que simplement en criant, on va faire changer les choses. C'est pas que ça. Je Par contre, le fait d'être fédéré, le fait d'être des adhérents, le fait d'être derrière, de dialoguer, de pouvoir nous dire, mais attendez, les remontées du terrain, c'est ça. mmh mh. J'entends. Ma remarque, elle était corrélée aux actions parce que tu disais que, 2 fois vous êtes allés au tribunal, pour faire Oui. passer le quota de 1 à 2 ou à X peu importe, que 2 fois vous avez gagné et puis que c'est débouté. Donc le sous Mmh. le l'idée derrière ça, c'est quand même que le système, il est biaisé et qu'on a beau Mmh. continuer de remettre une pièce, c'est comme à la fête foraine, tu sais que tu vas Mmh. perdre à tous les coups. Heu, est-ce que justement tu vois, dans ce genre de cas spécifiquement, c'est peut-être pas celui-ci, mais dans le genre de situation. Est-ce que là, justement, le côté, on brûle des feux dans tous les sens, pour se faire écouter, tu vois, on parlait de les gilets jaunes tout à l'heure, c'était ça, hein. Chacun monte sur son rond-point à côté de chez lui, donc chez certains, ça va être Facebook, d'autres possiblement, ça va être avec moi, d'autres, ça va être une connexion dans un ministère, d'autres, enfin, tu vois, on peut les additionner dans un magazine, dans un livre, dans tout ce que tu veux. Mais tu vois, est-ce que dans ce cas-là, on peut pas avoir, faire autre chose. Quitte à continuer quand même de tenter, comme tu le disais, ça change jusqu'à ce que ça finisse par infuser, mais de se dire: «Bon, bah, il y a des peines qui sont quand même un peu perdues et du coup, celle-ci, Ouais, alors, en ben oui, oui, bon, kamikaze». enfin, moi, je pense que je suis pas contre quand c'est bien organisé, bien mené et qu'on a des faits, qu'il faut aller marquer le coup. Ça, il y a pas de problème. Sauf que les gilets jaunes, dans tous les sens, ça n'a jamais mené à grand chose. Ça fait croire aux gens que, mais ça change rien sur le fond. Mais moi, je vais lui dire, par exemple, sur le ton, c'est très bien. Mais quand les gens ont dû ramer dans la choucroute parce que cette année, il y a eu plein de mauvais temps, etc., qu'ils ont juste à peine fait leur quota, Mmh. bah, qu'est-ce que te dit l'administration? Ah, vous pouvez gueuler, vous l'impression, mais regardez, vous avez même pas réussi à faire votre quota. OK? Bon, enfin bref. Il y a plein d'autres situations qui font aussi que les gens, bon, bah, ils déclarent, le système est mal fichu, hein. Le système est mal fichu parce que, voilà. C'est bizarre que la taille moyenne, des thons fasse, 35 kilogrammes ou 38 kilogrammes. Hein. Moi, je sais qu'en Manche et en mer du Nord, bah, le moindre thon qu'on prend, il est entre 80 et 120, hein. OK. OK. Donc, ça porte réflexion, non? J'avoue. Bah, il y a qu'à faire comme, je à Granville, je crois que c'est le cas, tu quand tu as une bague, tu dois partager la moitié du poisson avec les autres, adhérents de Alors, et c'est comme pas ça qu'à Granville, à bah, la dans ma fin propre tu association, le tu vois? poisson qui est pêché est un poi quiconque pêche un thon dans mon association et c'est écrit noir sur blanc dans les règles, qu'on a faites ensemble, hein, Mmh mh. c'est un poisson de l'association. Donc, il y a alors après ça dépend de la taille, mais en général quand même il y a de la viande, hein. La moitié ou en tout cas un bon tiers du poisson revient à ceux qui l'ont pêché Mmh. et les 2 tiers c'est partagé avec les membres de l'association et en général, on fait un grand barbecue si c'est encore dans la saison où on a Mmh. un peu tout le monde et
ça marche très bien. Ça, c'est un truc que je partage pas, mais ça, c'est ma philosophie à moi, donc j'entends, je comprends la démarche, Pour le j'adhère moi. thon, j'ai parlé pour le thon, hein. J'ai bien noté, j'ai bien noté. Je trouve l'idée intéressante, mais tu vois, c'était pour répondre au fait que tu parlais des tailles déclarées versus les tailles, constatées, on va Mmh. dire. Bah, là, en l'occurrence, quand tu es obligé de le ramener, à ton association, toi, le gars, il peut te déclarer que le truc, il fait 30 kilogrammes, quand tu vas le débiter, tu vas bien voir qu'il fait pas 30, tu vois? Donc En général, on essaye d'être à peu près correct, donc si tu es à peu près correct, tu as pas de ce genre de problème. OK. Il y a un sujet dont j'ai déjà entendu parler, et sur lequel a priori tu travailles, c'est, je crois l'interdiction du plomb dans les années à venir pour la pêche, de loisirs. Est-ce que c'est un sujet d'actualité et Ah, qu'est-ce c'est qui nous attend? totalement un sujet d'actualité, c'est pas un sujet qui concerne que la pêche, hein, c'est un sujet, bon, qui concerne beaucoup d'autres activités, y compris d'ailleurs la chasse ou d'autres choses. Je pense que le problème est simple. Nous, notre position, elle est OK, c'est reconnu d'une façon générale que le plomb ingéré, je dis bien le plomb ingéré, a des effets, je sais pas si je change, C'est avec la bien, non, c'est lumière? bien, très Ouais, bien, ça va. t'inquiète. A un effet nocif. Donc je pense que d'une façon générale, sur la problématique du plomb, en tout cas dans certaines situations, notamment d'ingestion et cetera, c'est indéniable qu'il y a, un facteur, comment dire? D'interdiction à terme qui est évident. Par contre, et nous on a beaucoup travaillé là-dessus, on a un scientifique d'ailleurs, enfin un ancien médecin qui est scientifique, qui travaille beaucoup, sur ces sujets-là et qui nous aide, hein. On a un problème très clair de prouver que, le plomb d'une façon générale dans l'eau de mer, se détruit, de la même façon que du mini plomb, dans les marais, a un impact parce que des oiseaux peuvent ingérer. Et en face de nous, on a, une administration qui travaille et qui nous dit: «Ben oui, un oiseau, il peut ingurgiter 50 grammes de plomb». Bah, franchement, moi, je voudrais bien trouver un oiseau qui va bouffer un poisson ou un oiseau qui va bouffer un plomb de 50 grammes. Donc ça, c'est déjà le problème. Je En dois en avoir plus, pas loin, 50 grammes, ça fait quand même un sacré morceau, ouais. ben oui, ben, moi, j'ai dit: «Si vous pêchez, 50 grammes dans la main, moi, je sais ce que ça veut dire, hein», donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a un problème déjà d'étude sur le fait que le plomb en eau de mer, inerte donc, de prouver la façon dont il se détériore et de la façon dont il se retrouverait, au contact, d'oiseaux, de poissons et cetera. Donc ça, c'est un 1er problème. Donc déjà, pourquoi ne pas rentrer dans une logique déjà qui regarde ça d'une façon aussi sérieuse, profondeur, situation et cetera. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, substituts. Des substituts, OK, on nous sort une liste de substituts. Tungstène, comment dire? Cuivre, zinc et cetera. OK. Quel est l'impact de ces substituts en eau de mer? Quelles sont les études qui sont là-dessus? C'est la première axe de dire: «Mais attendez, si on met des substituts qui sont encore plus nocifs, premièrement. Deuxièmement, au niveau terme économique, non seulement sont nocifs, mais en plus font pas, soit font le job ou font pas le job, mais s'ils font le job, sont encore plus nocifs et en plus d'un coût qui est 2, 3, 4 fois le coût du plomb, il y a quand même un sérieux problème. Là, on va mettre la pêche, dans son ensemble par terre. Mais Enfin, je veux justement, dire, est-ce qu'on n'ouvre pas la porte aux véganes, animalistes et bien sûr, bien consorts, sûr, pour, bien sûr, bien justement sûr, interdire, plus de bien plomb, sûr. plus de matière f en ferraille et merci, au revoir les gars? Oui, bien sûr, mais c'est exactement le problème et le problème, il est le même dans la chasse, il est même dans la pêche, mais dans la pêche, il est encore, pire puisqu'il y a pas d'études. Nous, on nous dit: «On a une étude de 700 pages qui, qui prouve que le plomb est nocif» et cetera et cetera. Bah oui, mais sur votre étude de 700 pages, il y a que 10 pages qui concernent la mer et en fait, qui dit que dans l'environnement marin, on n'a pas vraiment de possibilité de faire du parallèle à fond. Je dis pas que le plomb n'est pas forcément nocif, mais il y a j'allais dire une sorte de rapport à la fois
qu'est-ce qui remplace? Qu'est-ce qui fait le job? Qu'est-ce qui est vraiment pas aussi? On n'est pas du tout dans cette situation. C'est pour ça que nous, on a depuis toujours, on a demandé, enfin depuis, encore récemment, un moratoire de 10 ans. Alors après, on l'appelle moratoire, on l'appelle transition, on l'appelle comme vous voulez, ça c'est pas le problème, hein. Mais que au moins, on se mette en situation de dire et de regarder, pas de façon dogmatique, de façon scientifique et sérieuse, et je dis bien pas de façon dogmatique. Si on a une matière qui est prouvée que dans l'eau de mer ne se dégrade pas de telle et telle façon, et que on veut, par des raisons de dogmatisme, commencer à remplacer par des choses qui sont même pas prouvées, mais qui sont en réalité encore plus nocives, mais ça a pas de sens. Ou alors Ouais. on va pêcher avec des pierres. Il y C'est en a quoi qui ça? le font, il y a Oui, il y en sur a qui le TikTok. font. Une autre chose, l'enrobé, Mmh. hein? On a des plombs enrobés. C'est pas ce que tu avais en main d'ailleurs, C'est un lest tungstène avec, oui, oui, ouais, voilà ce qui me semblait, ouais. je sais pas si on voit, mais avec une Un petite peu, ouais. peinture dessus. Voilà. Donc, la question des enrobés, on nous répond pas. On dit: «Mais si vous avez la même matière mais qui est enrobée, est-ce qu'on a les études scientifiques qui montrent que?» Et Mmh. toutes ces alternatives, pour l'instant, nous, on vient d'apprendre que vraisemblablement, il va y avoir des décisions qui sont prises. On n'a pas été, on est consulté, enfin, apparemment assez tardivement, pour l'instant. C'est pas très clair, dans quel cadre on va se situer, mais pour nous, c'est clair. Un moratoire de 10 ans et que tout soit mis sur la table pour qu'on puisse regarder, mais sur base scientifique et non dogmatique, Mais est-ce quels que sont ces structures dogmatiques que j'évoquais, ont oui, pas un peu plus de pouvoir que nous malgré la faiblesse des arguments et la faiblesse de la taille? mais Parce que d'arguments parce qu'on on tombe dans une logique électoraliste et pas dans une logique de réalité, sur base scientifique. on est d'accord, mais tu vois, on parlait tout à l'heure de Parisien. Pour moi, ça, c'est du discours, que j'ai entendu dans la bouche de copines de ma femme, donc je suis assez à l'aise pour en parler. C'est du truc de Parisien qui va en Bretagne, ou en Normandie une fois par an en vacances, qui a l'impression de s'y connaître, ou qui est à Bruxelles. J'ai un ami d'amis qui est, en commission à Bruxelles, enfin qui est salarié, tu vois? Et en fait, il va 2 semaines faire du voilier en Bretagne par an et en fait, bah, tu dis c'est ces gens-là qui décident pour nous que le plomb c'est pas bien, et qui, dans leur appartement vont, trouver des trucs parce que, les pauvres poissons, les pauvres ceci, les pauvres cela et on leur laisse un pouvoir qui est colossal alors qu'ils sont 4. Tu vois? Moi je prends souvent l'exemple des végans. J'ai eu un salarié vegan, il m'écoute pas mais tant pis. Ah, il va Heu t'écouter, je pense là. non, il s'en fout, il est bref, je vais pas épiloguer sur le sujet. Mais en l'occurrence, quand tu regardes dans la grande distribution, c'est marqué vegan sur tous les paquets de gâteaux, de bonbons, ce que tu veux, alors que les gars représentent 0,01 ou 0,1 de la population, tu vois? Donc en fait, c'est au-delà de l'impact et de l'intérêt de cette information, c'est surtout montrer l'impact qu'ils ont malgré la taille qu'ils sont. Tu vois? Et moi, c'est ça qui me fait peur avec les histoires du plomb, avec les interdictions de pêche et cetera. C'est qu'on va vers un monde où, comme tu dis, de façon électoraliste et c'est ce qui s'est passé à Rennes, j'ai interviewé Jérémy Grandière là-dessus, qui est qui est à la fédération du 35, qui m'expliquait que, bah, globalement, la mairie s'est acoquinée avec les écolos parce ils allaient perdre la mairie. Mais les écolos, comme ils perdent en pouvoir, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont acoquinés avec les animalistes qui disent: «Bah, nous, on vient si vous interdisez la pêche» et du coup, les écolos disent: «Bah, pour qu'on les ait eux», et tu te retrouves avec 4 mecs qui ont un tout petit pouvoir, parce qu'il y en a qui ont besoin d'eux, qui vont contaminer toute la chaîne, quoi. Tu vois? Mais, bon, moi je suis d'accord avec toi. Moi je pense que là, c'est un débat compliqué évidemment, hein, qui est pas que pour la pêche. Contrairement à ce qu'on peut penser, je pense que la grande majorité des pêcheurs, plaisanciers sont des écologistes au sens Mmh, propre du terme, qui respectent la nature, qui respectent la biodiversité, qui respectent le fait, de dans leurs pratiques, d'avoir des pratiques, éco-responsables et on est les premiers, on est les premiers. mmh. Mais lorsqu'on change de terrain dans le dogmatisme, on est capable de dire n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle, enfin je sais pas, mais la pêche, c'est une activité ancestrale. C'est une Mmh, activité chasseur-cueilleur. On a tous appris ça, mmh, non? À l'école, mmh. quand on était petit. Voilà et qu'est-ce qu'on met au bout, de la ligne? On met, un verre, on met quelque chose et cetera.
Alors, je sais que ça va faire sourire, mais moi j'ai tendance à dire, je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est pas drôle, mais moi je trouve que c'est assez vrai. C'est Walt Disney qui nous a fait changer de terrain parce qu'il a commencé à faire parler les animaux. Mmh. Alors du coup, quand il a commencé à faire parler les animaux, maintenant les gens, enfin les spécistes, ils croient que tous les animaux, j'ai pas dit qu'il fallait pas respecter, la biodiversité, qu'il fallait pas respecter les animaux, qu'il faut, bien sûr qu'il faut le faire, mais il y a 10 000 façons de respecter un animal, mais quand on pêche, on n'est pas contre l'écologie. Par contre, l'écologie qui est dogmatique, c'est du n'importe quoi. Mmh mh. Ça devient du n'importe quoi. On est dans l'émotionnel et c'est pour ça que la seule façon, et même si c'est difficile, et c'est difficile parce que je pense que beaucoup de décideurs, le voient en poids électoral, le voient en poids ou autre. Bah, si vous le voyez en poids électoral, moi je rappelle que, un poids électoral, les pêcheurs qui sont pas forcément des spécistes, radicaux, ils représentent aussi plusieurs, millions de pêcheurs, et qu'on ferait mieux d'être un petit peu plus responsable. Par contre, que nous, on fasse passer les bonnes pratiques, qu'on fasse passer les bons messages dès la jeunesse, hein, qu'il faut mieux pêcher de cette façon-là et pas de celle-là, et pas d'aller ratisser les fonds, les austères, les machins, et cetera. Ça, c'est la vraie écologie. Mais bien sûr, ce que tu dis est vrai et c'est désastreux parce qu'en fait, heu, on n'aide pas à faire de la vraie écologie qui a un vrai impact. Or, pendant ce temps-là, moi, je dis que la seule chose, il faut revenir aux faits. Et c'est pour ça que nous, on essaye de se nourrir aussi et de pousser, par exemple, Ifremer ou d'autres, mais de pousser chez nous à avoir aussi l'expérience de certains de nos adhérents, hein, Mmh. scientifiques, et cetera, pour pouvoir mettre sur la table des vraies notions, Des des vrais faits, chiffres. Ouais, des OK. chiffres, des faits. Arrêtez de sortir des bêtises. Mmh mh. Mais c'est vrai que c'est parfois très disproportionné et difficile parce que, oui, bon, ça gueule, allez, on ferme. Désolé. Moi, les vrais écologistes, c'est les écologistes de terrain. Mmh mh. C'est nous. Il y a un ou 2 sujets, un peu plus, enfin peut-être avec moins d'impact, mais il y a un sujet autour de la pompe à verre. Ça, c'est un truc Oui. français, un truc européen et cetera. Alors ça fait vraiment truc de niche parce que les gens qui pêchent Ouais. au verre en mer, c'est que voilà. Mais du coup, enfin, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Sur la pompe à verre, c'est très clair. D'ailleurs, c'est un de nos collègues, de la confédération, qui a énormément travaillé, à plusieurs, mais lui a vraiment mobilisé, hein, et comment dire? Fabrice, sur le fait que l'impact du prélèvement, hein, franchement, de quelques vers, sur les zones depuis toujours. Moi, combien de vers j'ai été chercher quand j'étais petit, Mmh. hein? Hem et je dois dire que là, cette fois-ci, justement, c'est la mobilisation à un moment donné de dire: «Mais arrêtez, il y a 2 poids 2 mesures, faut arrêter les bêtises». Et il y a eu une mobilisation franchement, au niveau des élus qui a été faite, par nous, hein, enfin Mmh par, mh. Fabrice, Gosselin pour le nommer, Mmh. de la confédération, hem et pas à pas depuis maintenant 7 ou 8 mois, et la décision vient d'être prise, d'arrêter ça. OK. Donc on a le droit de Alors pêcher à la je pompe à sais verre. Enfin plus, il y de a un ch quota, j'ai pas Ouais. su ça dans la tête, mais en Oui, tout j'ai vu, cas, ouais. on peut maintenant, repomper comme disaient les Shadocks, mais de façon raisonnable. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'actualité, comme ceux qu'on vient d'évoquer là ou d'avenir, sur lesquels vous travaillez, dont on n'entend peut-être pas parler ou qu'on a peut-être oubliés? Bon, je mentionnais, d'abord peut-être quand même tout simplement le bar, hein. Je pense que nous, on se bat pour tenir compte du fait que la ressource bar, je pense que tout le monde l'a constaté, repart quand même dans un meilleur état qu'elle n'a été. Hem, on a toujours ce problème, sud 48e, nord 48e, mais en tout cas, un bar au niveau du 48e, du sud 48e, devrait augmenter cette année. En tout cas, je pense que Le bon, quota? oui. OK. En tout cas, c'est ce qu'on nous a maintenant promis. Maintenant, il faut attendre les décisions finales, hein, Mmh. voilà. En tout cas, je pense que raisonnablement, j'ai compris que ça devrait passer à 2. En ce qui concerne le nord du 48e,
Une fois de plus, c'est l'Europe qui devrait nous aider puisqu'on a réussi au niveau européen, y compris avec les relations que l'on entretient avec, les associations de plaisance, les représentants des plaisances au niveau européen, hein, parce qu'il y a il y a, l'EFTA qui représente les plaisanciers au niveau européen, avec qui on a repris, pas mal de contacts, ces derniers mois. Donc et dans le cadre des négociations du Brexit, il a été, avec notamment avec les Anglais, que sur la zone nord, on devrait pouvoir passer à 3. D'accord. Mais mais si on n'est pas à 3, c'est pas parce que l'Europe nous dit de pas faire 3, c'est parce qu'au niveau national, ils veulent éventuellement être plus restrictifs. Et là-dessus, on n'a pas la réponse définitive, mais nous, en tout cas, on voit pas pourquoi on ne serait pas, à 3 au nord du 48e, dès lors que le cadre européen nous permet de le faire. Mmh. Mais bon, en tout cas, la décision finale n'est pas prise, mais, nous, ce qu'on nous avait, en tout cas laissé entendre, c'est qu'ils étaient partis pour 2 au nord, 2 au sud. Alors D'accord. si on retourne évidemment l'argument, bah, du 48e en défaveur, faut pas dire que c'est à cause, de l'Europe, c'est à cause, de la France à ce moment-là, de OK. surtransposition. Mais en tout cas, c'est la situation. Après il y a le macro, on en a parlé. Ouais. Nous, on fait tout pour pouvoir, que s'il y a gestion, restrictive, au moins il y a un bagage individuel qui soit au moins de 8-10, un minimum. En tout cas, on se bagarre pour ça. Après, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille. Ça concerne plutôt les ports. Mmh. Il y a beaucoup de questions qui sont liées, par exemple, aux zones, hein, les SMEL, ce qu'on appelle les SMEL, hein, de mouillage, les zones de mouillage, en eau libre. Beaucoup de problématiques selon les endroits, avec des approches qui sont différentes, des tarifications différentes, et cetera. Notamment la FNANP, ex-Hunan, travaille beaucoup là-dessus, aide beaucoup. On fait en sorte, par exemple, d'exiger d'être systématiquement dans les conseils portuaires. Mmh. C'est vraiment quelque chose sur lequel on se bat pour être vraiment présent à tous les niveaux, et y compris dans ces échanges-là, dans ces enceintes-là, pardon. Hem Des d'autres problèmes, les gens peut-être ne se rendent pas compte, mais il y a certains ports, par exemple, où pendant l'été, plutôt que d'avoir, des personnes qui prennent leurs annexes pour aller à leur bateau, parfois d'ailleurs, bon, bah, soit ça fait beaucoup d'annexes, soit c'est simplement, des personnes d'un certain âge avec, bon, des risques un peu, lorsqu'ils vont à leur bateau et autres. On met un service, enfin certains ports, mettent un service, intégré, hein, dans Mmh. le gratuit, d'avoir des étudiants, qui bien sûr ont leur permis et cetera, Mmh. qui transportent les gens jusqu'à leur bateau. D'accord. OK. Et là, on a un problème parce qu'il y a, une restriction, il y a des gens qui ont commencé à mettre, le doigt sur, des restrictions potentielles légales et cetera. Sujet que, on a utilisé dans plusieurs enceintes à recontacter la DGEMPA, les services et cetera, en disant: «Il faut trouver une solution», parce que sinon ça veut dire que, on va remettre, bloquer certains ports ou tout simplement, remettre en situation des ports avec, 50 annexes alors que finalement il y a un service gratuit qui faisait les choses de façon tout à fait, voilà. Moi, je peux prendre, quelqu'un pour aller l'amener, à son bateau. Bah, si un étudiant fait la même chose alors qu'il a son permis et qu'il peut aller, bon, alors voilà. Après Mmh. il y a des questions de, évidemment de sécurité, d'assurance et cetera. Donc c'est des choses qu'on est en train de revoir pour essayer de stabiliser les choses. Et puis tout simplement, je pense qu'il y a un domaine qu'il faut vraiment mentionner, c'est la sécurité. OK. Parce que la sécurité, il y a plein d'aspects en matière de sécurité, hem et ben, on essaye d'être des partenaires. On a des gens qui, sont en permanence, des interlocuteurs sur tous les sujets, OK. marquage et cetera. J'en profite d'ailleurs pour dire il y avait une tentation pour les marquages d'engins dormants, de devoir en plus maintenant remarquer tous les engins, dormants, pas uniquement à la bouée mais au fond. On a, grâce à notre bataille, obtenu qu'un marquage sur la bouée qui soit clair suffit. Je Bah, ça paraît tout bête, mais c'est Non, de mais je vois en l'énergie à chaque fait, fois. je vois bien de quoi tu parles, tu vois? On parle des casiers et tout, mais tu te dis: «Mais Oui, pourquoi, en fait, tu as besoin de le et marquer ben 2 fois, en voilà, fait?» C'est oui, ben il y a un voilà. mec qui s'est réveillé un matin en disant: «Tiens,
Je vais laisser mon Ouais. nom là dans un article. Eh ben, c'est des heures et de l'énergie dépensée pour essayer de convaincre et d'arrêter ça et de trouver un bon équilibre. Ben voilà, faut être présent. OK. Alors après, on peut hurler, mais ça sert à rien. Faut y aller, quoi. Faut aller au contact. Et est-ce que ça vaut pas le coup, tu vois, tu parlais tout à l'heure des politiques et de l'inertie qu'il y a derrière ça. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de se mobiliser pour aller dans les mairies et cetera, Mais c'est ce qu'on fait. exister et Mais bien poser ces sûr, bien questions? sûr. Bah, d'abord, dans les politiques, il y a politique et politique. Il y a des politiques qui sont tout à fait constructifs et qui nous aident. Nous, par exemple, on a, FNPP, mais confédération. Maintenant, on a un lien régulier avec le Sénat. On a encore eu une audition il y a pas longtemps pour essayer d'expliquer, voilà, des choses qu'on fait et les problèmes qu'on rencontre et de le faire maintenant de façon plus régulière. Même chose au niveau de l'Assemblée nationale, hein. On a été auditionné à l'Assemblée nationale. On a enfin pu dire, voilà, il y a un ras-le-bol, il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses de base, ben, ce que je viens d'expliquer, hein, le maquereau, Mmh mh. enfin, toutes ces choses, les engins dormants, des choses comme ça. Voilà, on fait face à ça, mais c'est aussi pour que dans l'ensemble et alors je pense que ce que tu as dit au niveau, local, les maires et cetera, enfin moi je vois par exemple simplement au niveau de ma commune, on a des relations, régulières, on fait même des choses ensemble. On fait une opération nettoyage des grèves. Mmh. Hein, dans l'association, on fait nettoyage des grèves une fois par an. Ben, c'est un truc, qui est en train de s'étendre, mais qu'il faut vendre. On a aussi, par exemple, d'autres actions où on essaye maintenant de mettre en place le fait que dans certains ports, sous les pontons, on pourrait mettre en place des opérations d'alvinage, enfin de développement d'alevins et cetera et Mmh. pour pouvoir ensuite, les relâcher. Parce que c'est aussi important et c'est important dans ce qui a été dit, tout à l'heure que non seulement on soit reconnu quand on travaille de cette façon-là comme intérêt public, mais aussi comme intérêt, environnemental, Mmh. hein. Et pour ça, il faut des actions positives et nous, on essaye de voir comment on peut, obtenir, heu, enfin mettre en place des projets, par exemple, Salvin sous les pontons ou autres, pour que non seulement on ne soit pas que des acteurs pour prélever, mais qu'on soit aussi des acteurs pour réensemencer et constructifs. Ça se fait aussi avec des organismes publics, comment dire, des contacts, avec les mairies, les ports, et cetera. OK. C'est hyper important. C'est pour ça que moi je dis c'est pas qu'au niveau national, hein, qu'il faut convaincre, c'est aussi Mmh au mh. niveau local. Mais en faisant des actions comme nettoyage des grèves, alvinage ou des choses comme ça, ben, peu à peu aussi on crée un réseau et on crée un climat qui peut changer la donne envers les plaisanciers. OK. Mais il y a aussi des professionnels avec qui il faut parler. Mmh mh. Il y a des professionnels qui font des belles choses. Si on prend par exemple, la baie de Saint-Brieuc avec les coquilles Saint-Jacques, le projet d'un moment de dire: «On se calme, on gère différemment les périodes, on gère différemment la les prélèvements», c'est à l'initiative de professionnels. Les plaisanciers ont participé, mais c'est à l'initiative des professionnels. C'est une et aujourd'hui, les résultats sont là. Mmh. Bon, c'est la même chose pour le homard, hein. Le passage de 8,7 à 9 pour la taille du homard, enfin la taille du roast, hein, Je du suis pas homard, d'accord là-dessus, je suis pas d'accord. c'est à l'initiative non, mais ce que je veux dire, c'est à l'initiative du professionnel. Oui, ça fait 3 Ouais, mues mais alors non, bah, ils sont ça alors, fait 3 mues là supplémentaires. on peut en parler pendant 8 heures, c'est un Oui, oui, sujet qui oui, me oui. touche beaucoup, le homard. Très bien. Heu Quand moi je me fais contrôler, je l'ai dit 4 fois dans l'après-midi et que tu prends une amende, de 500 €, c'est pas mon cas, mais j'ai un proche à qui c'est arrivé, pour un millimètre et qu'à côté les affaires maritimes laissent faire, les retraités qui ont 50 retraités marins-pêcheurs, j'entends, qui ont 50 casiers, voire 150, chacun et vendent leur black devant la mise à l'eau, et qu'en fait on te dit: «Ouais, mais eux on vit avec toute l'année donc bon, on les laisse faire». Oui, Tu oui, te dis: mais «Bah, OK les gars, en fait, je suis entièrement en d'accord gros, avec la toi, loi, c'est les Yann. plaisanciers Non, et on mais l'a Yann, fait, pour, non, mais Yann, sat enfin, tu vois? je Yann, je suis Moi, ça me d'accord rend avec fou toi. ça. Bien sûr, mais tu crois que ça me rend pas fou? Mais le problème, c'est que tu n'es pas sur le même terrain. Tu es sur le problème du contrôle et le problème de 2 poids 2 mesures. Mmh. Moi, je te parle pas de ça, je parle que au moins et je peux te dire que les professionnels qui ont pris l'initiative de dire: «On passe à 9», Mmh mh. ils ont pas été bien reçus par la majorité des autres professionnels. J'imagine. Néanmoins, c'est pas mal que ça vienne des professionnels et pas forcément que
du haut, si je puis dire. Je Au moins, j'entends. c'est ça que je veux Je dire. comprends. Mais pour le 2 poids 2 mesures, mais je suis absolument comme toi, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, qu'il faut mettre dans la presse, de la même façon que tu te fais contrôler et bon, en plus, moi, je trouve que s'il y a 1 millimètre, tu te fais mais c'est ridicule. Bon, Non, mais je peux t'en il y a un vrai raconter d'autres des problème, comme ça, tu vois? bah, il y en a plein, bien sûr. Ils ont envoyé au tribunal une Ouais, gamine de 7-8 ans avec sa grand-mère qui avait un bouquet, tu sais, c'est ridicule. l'épuisette verte là du supermarché. Elle était venue à la plage, la gamine a ramassé son crabe vert et sa crevette. Tribunal, le juge, il lui a dit: «Mais qu'est-ce que vous Ouais, faites là?» Et de la même façon, juste une dernière et c'est pourquoi ça me gêne, mmh, au-delà de ce genre de démarche, sans intérêt. Hem, je te parle d'être contrôlé 4 fois et j'ai cette discussion avec une personne, on dit: «Oh là là, encore contrôlé?» Il me dit: «Ah bah, moi aussi, mais au moins maintenant il l'assume» et donc il discute avec les gardes du littoral en disant: ouais. «Bah, les gars, 4 fois dans l'après-midi, on est quand même border harcèlement. En plus, moi j'habite là, vous me connaissez, s va viens boire l'apéro à la maison et je vais te faire voir mon frigo s'il y a que ça, mais 4 fois en 3 heures pour une marée, c'est» et là, tu as la personne des affaires maritimes qui entend le mot harcèlement et qui s'avance, qui n'était pas dans la conversation et qui dit: «Oui, exactement». Donc en fait, on en est à une Ouais, force de ouais. police qui assume ce genre de démarche et donc pour moi, ils sont là en travail commandé et c'est pour ça que je te sollicitais sur les sujets des animalistes. C'est que pour Non, moi, il y en a une bonne partie qui est en travail commandé pour ce genre mmh. de Je ne citerai groupuscule, pas le tu vois? service, mais je sais d'avance de quel, office ils viennent. Mais enfin bon, Ah bah, moi, je peux heu, te le dire, c'est heu, les affaires maritimes, donc ouais, je mais suis enfin, au clair. OK. Mais en tout état de cause, bien sûr, ce que tu dis est stupide parce qu'en plus ça sert pas la cause. Et c'est aussi la raison pour laquelle parce que moi je tu as mentionné quelque chose, qui est important, hem, c'est le fait d'emmener tout de suite les gens en justice. Enfin, emmener une Mmh. grand-mère et sa fille en justice et une petite Et fille en sa justice, petite-fille, ouais. c'est complètement ridicule, et en plus ça porte un tort, enfin bref, y compris à ceux qui prennent la décision de le faire, bon enfin. Mais en tout état de cause, je pense que ce qui est important, c'est pour ça que nous on a dit d'abord, il y a un vrai problème d'application selon un même cas, selon les services. Il y a un vrai besoin en interministériel de mettre les gens autour de la table et de codifier certaines choses et d'arrêter à ce que, à la limite, on ait des contraventions, mais certainement pas d'emmener tout le temps systématiquement un délit en justice. Mmh. Ah Et bah, je suis ça, d'accord, ouais. c'est sur le principe, ça a été OK, mais pour l'instant, on n'a toujours pas démarré et moi, je pense qu'il est urgent que sur ça, on démarre. On peut pas, à chaque fois qu'on fait un cadre qui peut être pris de façon positive, le retourner pour en faire un instrument de pouvoir répressif. Et Mmh là, mh. je suis entièrement d'accord avec toi et ça sert pas forcément non plus la cause, même des professionnels, hein, Ah moi clairement pas, non, non. je pense que d'ailleurs il y en a beaucoup qui seront d'accord là-dessus. C'est aussi pour ça que moi je suis, pour que par exemple, au niveau des ligneurs et des gens qui pêchent de façon un peu plus responsable, on pousse à ce genre de pêche Mmh et de mh. responsabilité. Maintenant en matière de contrôle, bah, oui, je sais, en plus c'est très variable selon les endroits, selon les Mmh. services. Moi j'ai été contrôlé plusieurs fois, bon j'ai pas eu, comme tu l'as dit, quelqu'un qui est venu me dire, en disant: «Tant mieux», parce que moi, je lui aurais dit à ce moment-là: «Vous êtes prêts à ce que je vous enregistre, hein?» parce que Mmh. ça c'est complètement idiot, c'est ridicule. Et c'est en fait, c'est ça qui est triste et ça dessert et en fait, après, tu as même plus envie de leur faire confiance et enfin, moi, je te dis, on est Oui, oui. traités vraiment très, très mal, Mais il y en a d'autres qui tu sont vois? corrects, hein. Moi, j'ai eu l'occasion quand même d'être contrôlé par des gens, au contraire, on a pas mal discuté sur le fait de dire: «Comment vous faites? Comment si, ah, vous êtes responsable d'une association, qu'est-ce qui se passe?» et un tel, non, Mmh. il y a bon, enfin, c'est comme Faut me partout. les envoyer ceux-là, hein, tu les envoies à Chauset Ouais, ouais, en tout cas, il y en a 2 ou parce que 3 ceux-là, on les qui ont a été pas. plus corrects. Bah, ouais. Bah, On tu les sais, a moi, pas. à Bréa, j'ai été contrôlé par des gens de Saint-Malo. Ouais. Mmh. Mais Et bah, écoute. qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Bref, Bon, allez, bah, on écoute. va passer juste pour terminer quand même qu'on parle vite fait de pêche. Moi, j'ai 2 questions que je pose à tout le monde. La première, Alain, est-ce que tu peux nous parler de ton meilleur souvenir de pêche? Ah, mon meilleur souvenir de pêche? Ah ben, écoute, je sais pas si c'est mon souvenir de pêche, mon meilleur souvenir, mais en tout cas, le premier souvenir de pêche, moi, que j'ai, c'est justement quand j'avais, 6 ou 7 ans. J'étais avec mon grand-père et là, c'était en eau douce. Bah, c'est tout simplement le premier poisson que j'ai sorti de l'eau. Ça, Ouais. c'est un souvenir qui reste avec, voilà, une petite rivière, le calme, un peu de brouillard
et puis il se passe rien et mon grand-père qui me regarde et qui me fait: «Attention», puis tu vois le bouchon qui Mmh. commence à bouger et je sors mon premier gardon. Bon Mmh. voilà. Après après des beaux souvenirs de pêche, ben, d'abord, moi mes meilleurs souvenirs de pêche, ben, c'est ceux que je c'est qu'évidemment quelques beaux poissons, mais c'est en même temps le fait de on n'est jamais seul sur son bateau. Enfin moi en général, bien sûr, je vais pêcher seul, mais les meilleurs moments, c'est quand même avec des potes ou des enfants ou des jeunes et ben, tu travailles, tu pêches, un bar, un beau lieu et puis, bah, un thon magnifique aussi. Ces 2 ou 3 souvenirs-là, bah, Mmh. j'en ai qui sont comme une photo, hein. C'est comme, Mmh. tu as ça dans la tête, tu as une photo OK. et c'est là où je me dis, ben, je reviens sur la transmission entre générations. Moi, un des meilleurs souvenirs que j'ai de ça, c'est j'ai 3 garçons et mon dernier garçon qui avait 7 ans, on était rentrés de vacances depuis déjà 2 mois, ou non pas 2 mois, au mois de septembre, donc depuis un mois ou 3 semaines, un mois et je lui dis: «Bon maintenant tu silence». Il me dit: «Mais papa, papa». Ah, je dis: On dort maintenant» et il dit: «Mais non, non, mais papa, tu te souviens quand on a pêché près de telle roche? Tu as mis ton bateau comme ça et en fait, tu vas à la dérive, mais en fait, comme les poissons, ils doivent attendre parce que le courant, il est de l'autre côté, en fait, on devrait la prendre de l'autre côté. On devrait Mmh. faire le tour et faire la dérive comme ça». Et je me suis dit: «Punaise, Il réfléchit. ça y est, le mec, il est mort là». Eh ben, encore aujourd'hui, il a 28 ans, je peux t'assurer, c'est un fou de pêche. Et Ah ben beau. ça, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse, avoir, dans le travail qu'on fait. C'est être avec les potes, les amis, et transmettre ça aux jeunes et aux enfants. Ben, moi, je trouve ça super. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait bénévolement, hein. Et les gens Mmh. se rendent pas toujours compte, mais c peut dire c'est beaucoup de temps, Ouais, bah, comme parfois dans les d'énergie, APPMA, mais ouais. c'est comme ça. Et juste dernière question, est-ce que tu te souviens d'une galère de pêche, marquante que tu pourrais nous raconter? En mer, il y en a parfois. Heu, Une galère. non? Bah, la galère peut-être, ouais, une fois je me suis retrouvé dans la brume, mais bon, Mmh. ça va, j'ai géré. J'avais un GPS, hein. Brume de mer d'un coup quoi, tu vois? Ouais, je Mais je sais vois. pas ce que tu oui, ça brume de mer d'un coup, Mmh. c'est un peu surprenant et du coup, bah, je ramenais un bateau, enfin ça m'est arrivé 2 fois. Une fois j'avais un GPS, ça allait. La 2e fois j'avais pas de GPS et en fait j'y suis allé doucement, doucement, mais en fait je me suis retrouvé carrément à 2 000 de là où je pensais. Mmh. Ça Mais m'est arrivé ça. bon, bah, voilà. Non, mais de galère de pêche en tant que telle, bah, Rien non, de non, rien de marquant. c'est pas des galères la pêche, c'est Et avec bah, écoute, on va plaisir. s'arrêter là-dessus, c'est bien. Voilà, c'est comme tu veux, avec Merci plaisir. beaucoup Alain, c'était un chouette échange. Merci pour toutes ces infos, c'était, hyper intéressant. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis, bah, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci Alain, à plus. Merci Anne, merci à toi et merci à tout le monde. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas et que la pêche en mer, t'intéresse, j'ai encore un épisode à te recommander. C'est l'épisode avec JB Vidal, qui est un guide exceptionnel de pêche, du bar à la mouche, un truc, bah, comme il y en a peu en France et surtout un gars exceptionnel qui a arpenté les plus grands, camps de pêche aux 4 coins du monde. Un mec avec un parcours hyper riche, finalement assez peu connu dans le milieu, si ce n'est dans le milieu de la mouche. Mais pour le connaître, je sais que c'est un gars, d'une technicité, hors du commun et avec un parcours, bah, comme il y en a pas 2 en France. Donc je t'invite à jeter un œil à ça, c'est, juste là. Merci beaucoup, à bientôt.